J'ai toujours pensé qu'il n'existait pas une réalité, un chemin, une histoire, mais des réalités, des chemins et des histoires propres à chacun. Là où tu vois une colline, un autre voit une montagne. Là où tu vois une montagne, un autre voit une colline. Nos histoires sont faites de décisions, de victoires, de déceptions et bien plus encore. Ce n'est pas parce qu'on ne vit pas la même chose qu'on ne peut pas se comprendre. Tout commence par un échange. Puis vient l'inspiration, l'identification, la prise de conscience et l'évolution. Et maintenant, découvrons ensemble chaque histoire. C'est parti ? C'est parti pour un petit clap ? Quand tu veux. Hop. Eh bien, Melchior, je suis très heureux de pouvoir t'accueillir. Bienvenue d'ailleurs sur ce nouvel épisode de Alors c'est quoi ton histoire ? Aujourd'hui, on est avec Melchior et on va aller quelque part. On va aller quelque part ensemble. Oui, mais je ne sais pas encore où. On risque d'aller un peu partout en même temps. Chaque histoire est un prisme unique aujourd'hui et l'endroit où on est marque finalement notre point de départ. Mais le chemin qu'on va suivre après, il n'est pas totalement linéaire. Il n'est pas du tout même linéaire. Et au-delà de ce point de départ, ce sont toujours nos choix, les épreuves, les remises en question qui dessinent le chemin qu'on prend. Et ces chemins sont singuliers. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à ton chemin, Melchior. Mais avant ça, on va s'intéresser à toi sous la forme de speedrun questions. Parce que je vais te poser des questions, tu vas répondre le plus rapidement possible en prenant quelques instants pour justifier ta réponse. Pas Ok. trop de questions pièges, ça va. Non, il n'y a pas de mauvaise réponse dans les questions que je vais poser. Oula. Que des bonnes réponses. Ok, Et ce qui est important pour nous, finalement, c'est de savoir pourquoi tu réponds ça. parfait. Ton prénom ? Melchior. Enfin, François Melchior. Ouais. Mais tout le monde m'appelle Melchior, donc Ok. c'est plus simple comme ça. Ton âge ? 24 ans. Enfin, je viens d'avoir 24 ans il y a quelques semaines, là. Ok. Et ta profession ? Eh ben, j'ai envie de dire développeur de projet, slash entrepreneur, quoi. Je suis en train de travailler sur un projet là-dessus, tu le sais très bien. Ouais. Et sinon, de formation, je suis ingénieur. D'accord. Si tu devais choisir un mot pour définir ton enfance ? Oula, alors là, tu m'as posé une colle. Attends, on va y aller un peu plus doucement. Non, mais je peux dire curieux, curieuse. Voilà, enfin, en tout cas, empli de curiosité. J'avais envie d'aller voir plus loin. Déjà très jeune, je me posais plein de questions. D'accord. Donc, la curiosité, ça pourrait bien le définir. Si tu devais choisir un élément pour toi, l'eau, le feu, la terre ou le vent ? Donc l'air. En fait, celui qui est le plus libre. Et c'est quoi, Donc, selon toi ? J'ai l'impression que le vent a l'air d'être le plus libre parce que la terre est figée, l'eau ne peut pas s'élever et le feu est conditionné par le vent au final. Mais bon, sinon, ouais, vent. Allez, Le plus on a qu'à libre. dire vent. L'ombre ou la lumière ? J'aime bien les deux, ça dépend en fait pourquoi. Si je dirais, allez, on n'a qu'à dire la lumière. D'accord. Voilà. Et pourquoi ? Parce que pour moi, j'associe la lumière avec le côté essayer de faire du bien et aller dans la bonne direction, ou en tout cas faire attention à où est-ce qu'on met les pieds et essayer de s'améliorer là-dessus. Après, j'aime bien être aussi dans l'ombre, dans le sens où j'aime pas trop le feu des projecteurs. C'est pour ça. Enfin bref, après je commence à penser à d'autres trucs, ça va pas du tout. C'est plus tout en rapport. Bon, on va redescendre un petit peu. Ouais, T'es du c'est matin ou du soir ? Les deux. Je suis insupportable. Moi, tu me réveilles, je suis en top forme direct. Et le soir, j'arrive pas à m'endormir. Donc voilà, je suis en forme tout le temps. Ouais. Si tu devais supprimer un repas parmi les trois, le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner, tu choisirais quoi ? Je vais en choisir deux. Le petit-déj et le dîner. Ok. Après, c'est ce que je fais déjà, en fait, en partie. Ouais. Donc voilà. Non, si je devais en choisir qu'un, le petit-déjeuner. Ok. Voilà. Avoir de l'argent ou avoir du temps ? Ah, du temps. L'argent. Ouais. Ah, au-dessus de tout. Le temps crée des souvenirs, l'argent n'en crée pas. L'argent brut comme ça, non. Bon, après, ça dépend de ce qu'on fait aussi de son temps. Mais sur le principe, le temps, parce que si j'ai un temps infini, techniquement, j'investis une fois en bourse et puis j'attends. Hein.
Au bout de 100 ans, je suis multimillionnaire, j'en ai plus rien à faire, tu vois. Enfin, c'est vrai. Non, sur le principe, le temps. Enfin, Okay. Le temps est beaucoup plus intéressant et c'est ça qui nous permet en fait de vivre au final. Enfin, c'est pas l'argent qui va me permettre de me déplacer dans le temps, enfin dans l'espace-temps. Voilà. Bref. Ok. Ton petit plaisir coupable. Ça veut dire le moment où... Le petit plaisir que tu prends et tu dis « Ah, j'aurais peut-être pas dû ou pas autant. » ou tu vois. Si, j'ai un petit plaisir coupable. C'est celui de regarder beaucoup de vidéos sur YouTube, mais dans le sens qui m'informe sur des sujets. Ou parfois, en fait, je peux passer 2 heures à regarder une vidéo, toujours en accéléré, parce que je trouve que sinon, c'est trop lent. Mais sur, par exemple, un concept mathématique assez avancé, ou alors physique poussée, ou alors dernier cri scientifique, quelque chose comme ça. Ouais, parfois j'ai l'impression de passer un peu trop de temps là-dessus. Ok. Donner ou recevoir? Donner, parce que c'est beaucoup plus satisfaisant sur le long terme. Et puis en fait, on se sent mieux. Il y a un côté beaucoup plus... Et je crois aussi, enfin dans mon souvenir, j'avais vu un papier là-dessus, c'est les hormones qu'on libère quand en fait on est dans le don sont beaucoup plus bonnes et beaucoup plus facilitent beaucoup plus la réflexion et le bien-être humain que le fait de recevoir. D'accord. Alors le fait de recevoir c'est important aussi, il faut avoir un équilibre je pense, mais le don, en tout cas le don gratuit, donc celui où on est dans je donne mais sans attendre de recevoir en retour. Ouais. Ça c'est j'avais vu que c'était assez positif pour l'humain. D'accord. Pour les circuits hormonaux et pour tout ça. Enfin, intéressant ça. Qu'est-ce que tu répondrais à vivre pour d'autres, c'est-à-dire que vivre le rêve des autres, ça peut être celui des parents, ça peut être celui des compagnes, des compagnons, etc., des amis peut-être, quitte à t'oublier, ou plutôt vivre toi selon toi, quitte à déplaire ou à être mis de côté? Ouais, elle est très simple la question. Deuxième. Vivre pour moi, même si ça veut dire être mis de côté. Parce que je pense que si tu vis pas pour toi, y a un moment où tu vas devenir étranger à toi-même. Ouais. Et en fait, ça crée forcément un mal-être. Et si tu vis d'abord pour toi et que tu fais attention à ta propre santé, que ce soit physique, mentale ou autre, et que tu accomplis tes propres objectifs, tu es aussi dans la capacité de pouvoir t'intéresser et vivre pour les autres. L'inverse, c'est pas possible, d'après moi. Si on fait trop attention aux exigences que les autres ont envers nous-mêmes, on se rend malheureux, en fait. Ouais. Et qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi, être aligné avec soi-même? En fait, c'est déjà se connaître, je pense. Et savoir quelles sont ses forces, ses faiblesses, certes, mais aussi qu'est-ce qui, en fait, t'accomplit dans la vie. Ouais. Où est-ce qu'en fait tu as envie de finir ta vie, dans quelle dimension? Pas du tout forcément matériel, c'est surtout pour moi d'un point de vue beaucoup plus spirituel, mental. Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir dans cette dimension-là? Et du coup garder ce côté-là où tu te connais et en fonction tu vas prendre des décisions dans la vie plus ou moins difficiles, mais qui vont rester alignées avec toi-même, avec ta pensée, tes valeurs et le chemin de vie que tu as envie de tracer. Je pense que quelqu'un de pas aligné avec soi-même est quelqu'un qui souffre au fond et qui a beaucoup de mal à aussi se voir dans la glace, qui a ce côté-là très conflictuel. Après, je pense qu'on l'a tous. On a tous au fond, on n'est pas totalement aligné avec soi-même et c'est tout le combat d'une vie, c'est d'arriver à être aligné avec soi-même complètement et de prendre toujours des décisions qui vont aussi dans ce qu'on désire réellement, ce qu'on veut librement. Et c'est là où réside toute la belle complexité et tout le beau paradoxe de la vie, en fait. Et si aujourd'hui, je te disais, tu peux revivre un jour, quel est le jour que tu aimerais revivre?
Aucun. Ouais. En fait, j'aime pas le concept de vouloir revivre un jour. J'ai vécu, c'est très bien, je garde l'expérience et fin. Ouais. Et je passe mon chemin, c'est très bien comme ça. Et si tu pouvais voyager à travers le temps, à quel temps t'aimerais voyager ? Passé, futur, présent, peu importe. Rester dans le mien. Ouais. Franchement, en fait, je suis très... Là-dessus, je suis pas du tout intéressant. J'ai envie de rester dans mon propre temps. Je pense qu'en fait, on est là aussi pour une certaine raison. Alors, ça fait un peu mystique, mais c'est pas du tout un côté mystique. C'est juste que je pense si t'es né à cette heure-là, à cette époque-là, reste là-dedans, c'est très bien. Fais-en le maximum et vas-y, fonce. D'accord. J'aime pas m'imaginer être dans d'autres univers, dans d'autres âges de l'humanité. Parce que déjà, impossible de se le représenter réellement correctement. Et deuxièmement, qu'est-ce que ça va changer à ta vie de te poser cette question-là ? Pas grand-chose. Ouais. Pour moi, ça n'a pas beaucoup d'influence. Au contraire, je pense plutôt... J'aime bien me poser la question de, tiens, comment ils vivaient à cette époque-là ? Quelles étaient leurs valeurs ? En fait, comment ils réfléchissaient ? Quelle était leur vision du monde ? Et essayer de comprendre du coup cette époque-là avec cette manière-là de voir les choses. Et peut-être aussi, dans une seconde partie, se dire, tiens, en fait, il n'y a pas certaines valeurs que j'ai envie de prendre de cette époque-là. Ou alors c'est certaines choses dont je me dis, tiens, ça va... certains événements historiques ou histoires de famille où je me dis, tiens, ça, c'est une raison en plus d'être responsable. Une raison en plus d'être fier, de me dire, tiens, je vais me surpasser pour que les gens du passé se disent, tiens, c'est cool, on n'a pas fait tout ça pour rien. Et en fait, leurs efforts payent, tout ça. Voilà. Enfin bref. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un choix que tu as du mal à assumer ? Si la question, c'est est-ce que j'ai des regrets ? Non. Franchement, zéro. Alors, je suis totalement conscient que j'ai fait beaucoup de bêtises, beaucoup de choses dont je ne suis pas fier, probablement parce qu'à l'époque j'étais très mal dans ma peau ou d'autres choses, enfin bref, et j'ai posé des mauvaises décisions. Mais je vois toujours les choses comme ça, je me dis tiens, c'est une opportunité que j'ai eue du coup d'apprendre et de me dire tiens... ça m'a permis de savoir que ça, c'est pas quelque chose pour moi, qui n'est pas fait pour moi, et j'en tire des leçons. Donc non, j'ai pas de regrets. Et au contraire, j'aime bien la phrase justement, faut pas vivre avec ses regrets ou ses remords, enfin bref. Ouais. Je suis content d'avoir fait mes erreurs. Ça veut dire en plus que je vais pas les refaire, c'est ça qui est bien. Et ça apprend, je pense, beaucoup plus que de se dire tiens, j'aurais dû jamais le faire, nanana. Non, c'est très bien. Tout le monde fait ses conneries, tout le monde fait ses bêtises et ça fait partie de la vie, je pense. Ouais. Et si aujourd'hui je te disais tu peux dîner avec quelqu'un, peu importe qui, de vivant ou de mort, qui tu choisirais ? Avec qui tu voudrais dîner ? Voilà, j'ai aucune idée. Alors... Ok, peut-être que je vais sortir du cadre de la question. Je vais un peu en faire qu'à ma sauce, qu'à ma tête, comme d'habitude. Si on parle de purement quelqu'un, si on considère que les dieux font partie des quelqu'un et donc d'une entité, totalement. Eh bien en fait, s'il y a un dieu, franchement, Dieu. D'accord. J'en profiterai directement. J'irai voir ce gars-là, je dis bon, allez hop, tu m'expliques. Et le dîner, il dure 100 ans. Franchement, je bouge pas de la table tant que j'ai pas tout compris et tant qu'il m'a pas tout expliqué. Voilà, c'est ça. L'avantage en plus, c'est que je vais à la source de la vérité, ce qu'on suppose être la source de la vérité, donc je me fais pas trop de soucis sur les questions et sur les réponses. Donc non, c'est avec une personne comme ça que je dînerai, tu vois. Et l'avantage en plus, c'est que je peux poser toutes les questions que je veux sur d'autres personnalités, parce que vu qu'il est omniscient, et il sait. Ouais, c'est ça. Et puis il sait même comment la personne s'est sentie, tout ça, voilà. Donc moi, c'est mon petit cheat code là, tu vois. Ouais. T'as vu, j'ai déjà sorti de carte Joker, c'est ça. Excellent, bien vu, bien vu. Voilà. Demain, je te dis que voilà, imagine toutes les contraintes qui pourraient se poser à toi, je te les enlève, je te les efface. Qu'est-ce que tu fais pendant une semaine ? Toutes les contraintes, donc tout ce qui me restreint, c'est ça ? Tout, ouais. Tout ce qui te restreint.
tout ce que tu peux estimer qui te restreint. Tu sais quoi, je vais te répondre. Remets-moi mes contraintes. Tu vois, je ne vois pas l'intérêt de ne pas avoir de contraintes. C'est beaucoup trop. Je pense que si tu n'as pas. Déjà, c'est inconcevable de ne pas avoir de contraintes. Donc, j'arrive pas à me projeter dans une dimension comme ça. Et deuxièmement, je pense que c'est nocif d'être dans une dimension sans contrainte. Je pense que ça deviendrait un humain qui se prend pour Dieu et qui commencerait à faire tout et n'importe quoi. Enfin, contrainte, je le prends au sens large, hein, c'est-à-dire pas que contrainte morale, éthique, mais aussi physique et juste de pouvoir tout simplement, enfin de limitation humaine. Franchement, aucune envie. Ça me fait beaucoup trop. Il y a même un côté où ça me fait peur parce que je me dis comment je réagirais dans cette situation-là. Du coup, je pense que la première chose que je te dirais, remets-moi mes contraintes tout de suite, parce qu'en fait, sinon, je me sens pas humain. Il y a un côté très voilà. Et je te les remettrai. Bam. Mais j'espère. J'espère, parce que sinon, je pense qu'au bout d'1 heure, tu pètes un câble. C'est même pas besoin d'une semaine. Hein. C'est parce qu'il doit y avoir un sentiment de toute puissance qui doit venir avec ça aussi. Tu te rends compte que tu peux tout faire sans réfléchir, sans conséquences. Parce qu'au final, là, tu touches à un sujet que j'adore, sur lequel j'adore disserter, c'est le côté de la liberté. Si tu enlèves les contraintes, en fait, la liberté vaut plus grand-chose. Parce qu'en fait, pour moi, tout le concept de la liberté, c'est de choisir ses contraintes. En fait, où est-ce que tu vas mettre des barrières qui vont moralement ou en termes de valeur vont t'empêcher d'aller dans une autre dimension, dans un autre univers. Et ça, c'est les contraintes. Enfin, pour moi, la liberté se définit par tes contraintes que tu choisis librement. La seule chose qui est, pour moi, enfin, j'espère en tout cas, purement libre, c'est ta volonté. Là où pour poser tes choix. Et du coup, si tu enlèves les contraintes, je considère que la liberté n'a plus aucun prix. Enfin, elle vaut rien. Je vois totalement. Merci Melchior pour ces réponses. On a ouvert quelques brèches, quelques portes avec ces questions. Mais derrière elles... Ah ouais, exactement. Oula. Maintenant, on va aller chercher plus profondément. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces portes ? Qu'est-ce qu'il y a ? Les virages que tu n'avais pas forcément prévus, les épreuves silencieuses que tu as rencontrées, les choix de vie que tu as faits. Là, c'est ce chemin-là, aujourd'hui, qui va nous intéresser. Ton chemin en tant qu'humain, aujourd'hui, Melchior. Et donc, moi, ma question, maintenant, ça va être, alors Melchior, c'est quoi ton histoire ? Je me disais bien qu'il y avait cette question-là qui arrivait. Ah ouais. Alors, mon histoire, je vais déjà commencer par le côté origine. Donc, moi, je suis né dans une famille franco-allemande. C'est un peu plus complexe que ça. Mon père est franco-allemand, ma mère est franco-suissesse-autrichienne. Du coup, ça reste très européen. Mais c'est ça qui est assez drôle. J'ai toujours évolué dans un milieu où en fait c'était très français. En tout cas quand j'étais en France et pendant mon adolescence, où je fréquentais des gens qui étaient très franco-français. Enfin voilà, il n'y a pas beaucoup de diversité là-dessus. Et du coup, je faisais un peu tâche. Et j'ai toujours eu le sentiment. Enfin, j'ai habité en Allemagne pendant la plupart de mon enfance. Et l'adolescence, je suis arrivé en France et du coup, j'ai vécu en France à partir de mon adolescence. Et que je sois en France ou en Allemagne, à chaque fois, j'ai été considéré comme un étranger. Donc déjà, c'est assez drôle, alors que, tu vois, on pourrait se dire, tiens, Melchior ne fait pas forcément tâche comme ça d'apparence, en tout cas, bref. Mais j'ai toujours été, en France, considéré comme l'allemand et en Allemagne, considéré comme le français. Alors ça m'a beaucoup énervé quand j'étais plus jeune, parce que je me disais, mais pourquoi vous ne m'acceptez pas comme le français que je suis ? Techniquement, je suis tout aussi français que vous. Ou alors, l'allemand que je suis, techniquement, je suis tout aussi allemand que vous. Et du coup, j'ai toujours eu cette question. Enfin, par exemple, je ne sais pas si on te l'a posé cette question-là quand tu étais plus petit. Si tu devais défendre ton pays, quel pays tu choisirais, un truc comme ça. Enfin bref, toujours des questions bizarres, tu vois. En fait, en tout cas, bizarre pour moi parce que moi, ma réponse, elle était en mode, je me sens tout aussi allemand que français. Je me sens aussi autrichien et suisse. Enfin,
S'ils commençaient à se péter la gueule l'un l'autre, les uns les autres, les pays, je ne saurais pas quoi choisir. Enfin, je me poserais cette question-là. Et au-delà du fait que je ne suis pas pro-guerre, voilà, je pense qu'on peut essayer de régler les soucis autrement. Et s'il fallait que je m'engage dans une guerre, je le ferais en tant que médecin. Je pense. Il y a un film qui m'a beaucoup marqué là-dessus, c'est Tu ne tueras point. Ouais. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais. De Mel Gibson, je crois. Ouais, je le trouve incroyablement beau. Et il y a une phrase qui m'a énormément marqué. Bon, je l'ai vu en anglais, donc je sais pas comment est la phrase exactement en français, mais la phrase c'est dans un monde qui se déchire. Je trouve que c'est pas une si mauvaise idée que ça, que d'essayer de recoller les petits morceaux, ou un truc comme ça. Et j'ai beaucoup aimé le message du film. Avant ça, je t'aurais dit, je ne sais pas dans quoi je m'engagerais, comment j'aiderais les gens dans une guerre. Et en fait, ce film-là m'a fait réaliser que si un jour je suis amené à malheureusement devoir participer à une guerre, franchement, c'est d'un point de vue uniquement médecin. Ouais. Et obligé de prendre les armes. Ouais, non, je deviendrai. Enfin, je suis objecteur de conscience dans ce cas-là, à 100%. Je ne vois pas l'intérêt de commencer à tirer sur des gars qui ne savent tout aussi pas pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils foutent là. Enfin, bref. Ouais. Bon, alors, j'ai digressé encore une fois. Mais non, du coup, j'ai eu énormément cette question-là de l'appartenance, de en fait, à qui, à quoi j'appartiens. Parce que je pense que tout être humain à un moment se pose la question de à quel groupe j'appartiens, ou en tout cas à quelle communauté, à quoi je m'identifie, dans quelle catégorie je me mets, ou quelque chose comme ça, tu vois. Et moi j'ai toujours eu du mal à répondre à cette question-là. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui je réponds par là, je ne m'identifie à personne. Enfin, je sais que j'ai certains groupes socio-économiques avec lesquels je suis un peu plus proche, parce que de par la famille dans laquelle je suis né, ou aussi le vécu que j'ai eu, tu vois, il y a certaines personnes aussi où j'ai plus d'affinité. Mais je n'aime pas du tout l'idée de catégoriser et de me mettre dans une catégorie. Je considère que je suis dans mon coin, unique à ma façon, comme le sont à peu près, le sont pas à peu près, l'est tout être humain. Et c'est ça qui fait la beauté de la chose pour moi, c'est que il faut pas considérer qu'on appartienne forcément à quelque chose. C'est surtout comment on veut se définir au fond qui est intéressant, qui est important. Et je pense pas que une religion, une couleur de peau, une nationalité te définissent. Au contraire, je pense que c'est assez réducteur. Enfin, moi, c'est mon avis, c'est assez réducteur de se réduire soi-même déjà à ça. C'est assez triste, je trouve, les gens qui me disent moi je suis français avant tout, ou un truc comme ça. Non, mais t'es toi avant tout, et essaie de trouver qui tu es avant de m'expliquer que t'es français. Enfin bref. Bon, après, je vais un peu loin, parce que j'ai totalement conscience que dans une discussion random comme ça, si tu vas en soirée ou que tu rencontres des gens, ils peuvent pas commencer à t'expliquer qui ils sont. Surtout que ça dépend aussi du degré d'intimité que tu as envie d'avoir avec les personnes. Est-ce que tu te sens à l'aise de parler avec eux de ce sujet-là, tout ça, voilà. Pour moi, il y a deux cadres différents où quelqu'un te pose la question. Déjà, il y a le cadre purement small talk. Tu rencontres une nouvelle personne et du coup, pour moi, la réponse, elle est assez simple dans ce cas-là. Je me présente prénom et nom de famille. Okay. Voilà, et je dis rapidement ce que je fais. Voilà. Mais c'est très drôle parce que je pense qu'on va pointer du doigt la même chose, c'est on va souvent parler de ce qu'on fait et pas de ce qu'on est, de qui on est. Tu vois, mais dans ce cas-là, cette réponse-là, je réponds le truc qui socialement est le plus accepté, parce que si tu commences à parler de toi et qui tu es vraiment au fond, tu es parti pour une demi-heure et surtout les gens vont commencer à se dire il est totalement fou. Non, mais parce que je l'ai fait moi pendant une période et en fait ça permet pas vraiment d'avoir une connexion avec les gens. Parce qu'en fait ça va directement trop dans des sujets trop deep, trop profonds, et où en fait tu te poses des questions tout de suite de c'est quoi la liberté, et en fait tu vois que souvent quand même ton qui est défini par comment en fait tu vois les choses, quels sont pour toi comment tu définis les concepts importants de la vie. En tout cas moi c'est vachement comme ça que je le vois.
Et du coup, j'ai 2 réponses là-dessus. C'est soit je vais me présenter rapidement, prénom, nom de famille, voilà mon âge, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je fais, tout ça, voilà. Mais ça va être beaucoup plus des trucs qui, en fait, certes, me définissent, hein, mais sont beaucoup plus ce que je fais et pas du tout qui je suis. Parce que je pense pas que je me définis entièrement par le fait d'avoir fait des études d'ingénieur ou alors d'être actuellement en train de monter un projet entrepreneurial. Donc, et après, il y a un deuxième cadre où en fait tu te poses cette question-là, où quelqu'un te pose cette question-là, c'est le cadre où justement tu es dans une discussion très profonde, où tu commences à vraiment aborder des sujets très... Ouais, où tu peux facilement avoir des divergences avec les gens parce que les concepts sont presque subjectifs en fait à ce niveau-là. Mais c'est des discussions assez rares, je trouve, trop rares. Tu vois, là, on en parle, mais parce que, je veux dire, on a posé le cadre de se dire, tiens, on parle de ça. Ouais. Mais je trouve que les gens n'ont pas forcément l'attrait naturel de partir directement dans cette direction-là. Et je les comprends aussi. Je les comprends. En fait, j'ai appris à l'accepter plutôt que de le comprendre. Mais moi, par exemple, j'étais le genre de gars, quand on allait en soirée avec certains potes, quand j'ai commencé mes études, j'allais en soirée et je posais ce genre de questions aux gens. Bon, tu t'imagines bien qu'il y a un moment où il me disait, bon, frérot, moi je suis en soirée étudiante là. Là, ce qui m'attend, c'est surtout mon shot de vodka et ma petite bière. Donc, je sais pas pourquoi tu commences à me parler de concepts philosophiques avancés, mais je t'aime beaucoup, mais c'est un autre jour. Du coup, c'est vrai que j'ai commencé par cet angle-là, mais j'ai envie de dire, ça a été, et c'est toujours la question de ma vie, c'est qui je suis, où je vais et qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce que je veux pour les autres, pour les gens qui sont aussi autour de moi. Bon, même si la question de qu'est-ce que je veux pour les autres, j'ai une réponse un peu là-dessus. Pour moi, c'est je veux ce que eux ils veulent, tant que ça n'enfreint pas ma liberté. J'ai trouvé une réponse assez bien là-dessus. Je me dis, j'ai pas envie d'enfreindre la liberté des autres dans ce qu'ils veulent accomplir, dans ce qu'ils veulent faire. Et tant que, bien sûr, ce qu'ils veulent faire n'enfreint pas la mienne, dans le sens ou celle des autres. Si tu as envie de me tuer, tout d'un coup, je vais être un peu moins conciliant avec ta manière d'exercer ta liberté, en tout cas. Bref, j'espère que tout le monde est à peu près comme ça, parce que... bref. Mais non, sinon, mon histoire, c'est... Ouais, ça a été une grande partie, ça a été un gros questionnement sur moi-même, et en fait, d'où je viens, et... jusqu'au moment en fait où j'ai réalisé que c'est pas du tout ça qui me définissait et que je pouvais passer largement outre. Si tu veux, mon histoire se résume assez bien à un questionnement permanent et perpétuel sur moi, sur la vie, sur qu'est-ce qui se passe autour de moi, pourquoi en fait c'est comme ça et pourquoi c'est pas autrement, qu'est-ce que je peux faire pour le changer, enfin bref, des questions dans tous les sens. Et au stade même où en fait ça m'a même rendu malade à un moment mentalement. J'ai fait une grosse phase de dépression. On va me taper sur les doigts à dire le mot dépression parce que techniquement j'ai jamais été diagnostiqué parce que j'ai toujours refusé d'aller voir quelqu'un pour ça. Bon, après c'est à peu près normal, je crois, dans ce genre de situation de pas vouloir aller voir quelqu'un, mais je considère qu'à partir du moment où tu as fait des tentatives de suicide, tu n'es pas loin de la dépression, ou en tout cas tu es bien dedans. Donc, en tout cas, c'était le cas pour moi. Du coup, je considère que j'étais bien dans ce truc-là. Et justement, en fait, une grosse partie de mon histoire a été d'apprendre à maîtriser ces pensées-là. Pas les pensées négatives. Il y a aussi apprendre à maîtriser les pensées négatives, les pensées noires. Mais ça, c'est venu plus tard. Mais c'est surtout apprendre à maîtriser le fait de se poser les questions, d'être dans un questionnement permanent, et de faire en sorte que ce questionnement permanent ne soit pas une arme qui se retourne contre soi-même. Je sais pas si tu as ça un peu. Moi, je trouve que quand parfois je me pose trop de questions, ça devient en fait un couteau qui se retourne contre moi-même. Tu vois, j'arrive à très bien disséquer les choses, tout ça, voilà, ça c'est pas un souci, mais parfois je vais trop loin. Et en fait, ça se retourne contre moi et je deviens totalement fou. Et comment ça se manifeste, ça ? Le fait parfois en fait tomber sur une voie sans issue. Et dans des questionnements, et en fait où
tu as envie d'avoir des questions, enfin des réponses, mais tu continues à poser des questions de plus en plus loin. Et du coup, je fais un blocage là-dessus. Et après, ça s'est beaucoup calmé. Enfin, j'en suis totalement sorti, ça c'est bon. Et à quel point tu étais mal avant? Est-ce que tu as pu identifier, d'une part, la source de ton mal-être et comment ça se présentait dans ton état? Par exemple, tu as parlé de tentative de suicide, et comment ça se manifestait, ça, avant d'en arriver là? Qu'est-ce qui se passait dans ta vie à ce moment-là pour que tu aies ces pensées-là? Alors déjà, je pense qu'une bonne partie des causes, ça a été le fait d'être pas forcément compris autour de moi. D'accord. Le fait que, tu vois, j'en parlais à mes parents, ils comprenaient pas. Pourquoi tu viens là? T'as 7 ans, arrête de te poser des questions comme ça. C'est bon, voilà. Enfin, alors, je dis pas du tout que mes parents étaient horribles. Au contraire, je pense ils sont toujours de formidables parents. Mais je pense plutôt qu'ils sont tombés sur un enfant qui n'était pas simple. Voilà, plus dans ce sens-là, et qui se posait beaucoup trop de questions et qui poussait les choses un peu très loin. Et du coup, je pense pas forcément que ça soit simple pour des parents de gérer ce côté-là, cet aspect-là. Mais du coup, un énorme aspect de se sentir incompris autour de moi. Parce que j'ai toujours eu une manière assez spéciale de voir les choses, de les comprendre et de me questionner autour de moi, que j'ai rarement retrouvé dans des personnes autour de moi. Il y a certains très bons amis aujourd'hui que j'ai qui sont comme moi là-dessus. Et notamment, ma copine, elle est à peu près pareille comme ça. Enfin, Et comment tu verbaliserais ça, excuse-moi, la manière que tu as de voir les choses et que les gens ne parvenaient pas à comprendre? C'est souvent que je pousse les choses très loin. D'accord. Tu vois, je vais me poser des questions. Enfin, j'ai beaucoup d'amis, tu vois, ils s'arrêtent à la 3e ou 4e question, ou même ils s'en posent pas du tout. Moi, je vois un truc dans la rue, je vais commencer à réfléchir dessus, à essayer de comprendre pourquoi en fait c'est là, qu'est-ce qui se passe, et quelle incidence ça peut avoir dans la vie. Et puis tout d'un coup, je vais commencer à me reposer des questions existentielles sur pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là, pourquoi tout d'un coup ça n'a pas de sens ce que je fais. Et enfin plein de choses, enfin tu vois, et il y a une sorte de lâcher prise, enfin il n'y a pas de contrôle sur les pensées. Et j'ai dû apprendre à contrôler mes pensées. En fait, ça a 2 avantages. Ça a un avantage et un inconvénient. En fait, j'ai l'avantage d'avoir je trouve en tout cas, un esprit assez aiguisé, et du coup, j'arrive à réfléchir assez rapidement, à comprendre les choses très rapidement, et à accumuler beaucoup d'informations en très peu de temps. Donc ça, c'est assez pratique. Le seul côté, enfin le gros côté négatif, c'est que du coup, je peux avoir un esprit qui s'emballe très vite tout seul. Et du coup, c'est un peu le côté négatif, le penchant négatif. D'accord. Alors loin de moi l'idée de dire que je suis un génie, tout ça, voilà, pas du tout. C'est juste que je connais ce côté-là, ce travers de cette partie-là, et voilà. Je pense que c'est important de savoir comment on réfléchit et quelles sont ces lacunes. Moi, en tout cas, j'ai l'impression que la plupart des gens ont un bouton d'arrêt d'urgence, quoi, automatique. Au bout d'un moment, en fait, ils arrêtent de se poser la question, et ils n'ont plus besoin de trop réfléchir. Ils se disent, j'ai pas de réponse, c'est pas grave. Moi, ça va me frustrer, ça va me rendre dingue. Je vais me dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en fait pourquoi il n'y a pas de réponse? Pourquoi? Et pourquoi on veut pas m'en donner aussi? Parce que souvent, il y avait ça aussi. Pourquoi on veut pas me donner la réponse? Et toi, ça se tournait sur des questions existentielles. Et à quel moment ça a fait un shift chez toi pour que tu te dises en fait, je me sens incompris, c'est pas possible, et donc vaut mieux que tout s'arrête là pour moi, et que voilà, que la lumière s'éteinde. Après, je pense que ça, c'était aussi vachement lié au fait que ça, c'est l'adolescence. Et que je faisais partie des gamins qui se sentaient mal dans sa peau. Au-delà du fait d'être incompris, je pense que quand tu traverses l'adolescence, tu as du mal à t'accepter toi-même. C'est tout le principe de l'adolescence. Et moi, ça venait s'ajouter à ça, le côté incompris, où je me posais beaucoup trop de questions existentielles.
Et non, c'est juste qu'en fait, au bout d'un moment, c'était trop d'un coup. Beaucoup trop d'informations d'un coup. Et il y a plusieurs fois où j'ai failli choisir la solution de la facilité. Mais ce qui m'a toujours retenu, c'est assez drôle, c'est j'ai des frères et sœurs, et c'est surtout ça la raison principale. Je me suis dit, j'ai pas envie de rester déjà de leur causer ça. Et de rester en mémoire de mes frères et sœurs comme le grand frère qui a décidé de choisir la facilité. Voilà. Mais du coup, une fois que je suis sorti de ça, je me suis dit non, mais je choisirais toujours, en tout cas, j'essaierai toujours de prendre la voie difficile parce que elle apprend beaucoup plus que la voie facile. Et parce que le défi, c'est sympa. Voilà. Ouais. Sans défi, c'est pas drôle. C'est clair. C'est clair. C'est principalement ça, hein, vraiment. Après, tout le reste, ça a été se dire, tiens, j'ai vécu des trucs qui n'étaient pas faciles. Pour autant, ça veut pas dire que j'ai vécu des trucs qui étaient aussi graves que que d'autres personnes ont pu vivre. Donc, je me suis dit aussi, t'as pas le droit de te plaindre. J'aime pas me plaindre sur les trucs. J'aime bien dire, je préfère me dire que justement les épreuves que j'ai eues dans la vie doivent plutôt témoigner et doivent plutôt me pousser à me surpasser tous les jours, aussi difficiles qu'elles soient, ou qu'elles aient été, ou qu'elles vont l'être. Et après, ça a été surtout découverte du monde, découverte de différentes pensées, différentes manières de voir les choses, et de se dire, tiens, en fait, j'ai tout à vivre, plein de trucs à partager, que ce soit de mon expérience ou à leur partager, recevoir de l'expérience d'autres personnes. Moi, j'adore, par exemple, parler avec des personnes beaucoup plus âgées. J'ai beaucoup d'amis qui ont entre 50 et 70 ans. Mais c'est parce que c'est passionnant, ils ont une vie incroyable, ils ont vécu des trucs, et sans forcément même être des gens qui ont vécu énormément de choses, ils ont toujours une sagesse et une expérience de la vie qui fait que c'est toujours bon à prendre, et ça permet de vachement élargir sa manière de voir les choses, et du coup être beaucoup plus conscient de ce qu'on peut louper quand on est jeune, et qui en fait il ne faut pas du tout louper, parce qu'après plus tard tu risques de le regretter. Souvent j'ai des amis qui sont un peu plus âgés du coup, et qui me disent moi je regrette totalement d'avoir pas fait ça aussi ou ça, enfin bref. Et moi ça me permet de réaliser, ok, tiens, les choix de vie que je pose maintenant, ils auront toujours une incidence sur ma vie plus tard. Et c'est important, en tout cas pour les gros choix de vie, ce qui sont importants, de bien se poser la question et d'avoir une réflexion mûre sur le sujet. Et qu'est-ce qui a été pour toi ton déclic entre justement ton être du passé et celui qui s'est dit non, faut que je me bouge, faut que j'avance comme ça. Tu as parlé de ta fratrie tout à l'heure. Mais ils m'ont pas permis d'avoir le déclic. Ils m'ont permis d'éviter d'avoir le dernier clic. Mais ils m'ont pas permis d'avoir le déclic. Non, c'est assez drôle. C'est ce qui m'a permis d'avoir le déclic. En fait, c'est un ami un jour qui m'a dit, Melchior, t'es insupportable. T'es juste difficile à vivre. Parce qu'en fait, il m'a juste dit la réalité comme elle était. Parce que, ça paraît un peu difficile, mais je pense que les gens dépressifs sont en fait au fond des gens qui actuellement sont très égoïstes, parce qu'en fait tout tourne autour d'eux et de leur malheur, et en fait c'est des gens du coup qui sont difficiles à vivre. Alors je dis pas dans le sens du coup il faut s'en séparer, pas du tout, mais moi en tout cas c'est la chose que j'ai réalisée en étant moi-même dépressif et en ayant après avoir fini cette phase-là, eu des amis qui étaient dépressifs et des gens autour de moi dépressifs, et en les ayant un peu accompagnés, c'est qu'en fait le plus gros ennemi dans une dépression, c'est soi-même, et c'est le fait de se réconforter soi-même dans une sorte de malheur perpétuel. Et
en fait, c'est cet ami-là qui m'a dit ouais, mais il y a ça va pas du tout, en fait. Juste, tu nous rends la vie difficile pour rien. Alors qu'en fait, t'as 0 problème dans la vie. C'est juste que tu t'en crées toi-même. Et ça m'a mis une grosse claque de réalité. Et je me suis dit, ouais, ok, là, en fait, il a raison sur ça et ça. Enfin, en fait, il a raison sur toute la ligne. Et il faut que j'arrête, en fait, juste de me torturer moi-même. Et il faut que je fasse attention, du coup, à changer cette capacité à me poser beaucoup de questions en une capacité à me poser beaucoup de questions dans le bon sens. Et à, du coup, partager cette, une pensée positive autour de moi. D'accord. Je vois totalement. Vas-y, je t'en prie. Après, je sais pas si c'était clair. Ouais, c'était très clair. Très clair. Si. Ouais. Tu vois à peu près. Très. Je sais pas si tu as eu ce genre de phase aussi. Je me suis pas mal intéressé à la philosophie, notamment quand je suis arrivé au lycée, où j'entendais, un tel est devenu comme ça parce que ces événements-là traumatiques ont fait de lui ce qu'il est devenu. Et puis à la télé, moi, je rentrais, je voyais ce criminel-là est devenu comme ça parce qu'il s'est passé ça dans sa vie. J'étais putain de merde. Aïe. Vas-y, t'inquiète pas. Ne laisse personne te faire devenir qui tu n'as pas envie d'être, etc. Et c'était un truc que je me répétais énormément. Et oui, j'ai eu les mêmes réflexions. Ouais. Et je pense que c'est peut-être un truc que les gens ils considèrent comme anodin, mais je pense que le dialogue avec soi-même, c'est quelque chose de ultra important. De se parler à toi-même, peu importe comment tu le fais, quand c'est bien, quand c'est positif, c'est encore mieux. Si tu vois des trucs à améliorer, c'est toujours bon de le dire. Mais c'est hyper important de se motiver. Le côté introspection. Ouais, surtout que je trouve que le côté introspection, c'est le seul moment où tu peux être vraiment 100% honnête avec toi-même. Oui, où tu vas l'être, parce qu'en fait, c'est l'objectif de l'exercice de toute façon. Ouais. C'est de se regarder comme on est vraiment et pas d'essayer de faire tiens, cette fois-ci je fais un jeu d'acteur, tiens, aujourd'hui je vais voir telle personne et je vais faire en sorte qu'elle comprenne pas du tout qu'actuellement ça va pas du tout. Ouais. Et j'aime bien le côté jeu d'introspection parce que tu peux pas te mentir à toi-même, tu es obligé de te regarder en face avec toute la laideur que tu trouves en toi et mais aussi toute la beauté. Voilà. Je pense que c'est important d'avoir de savoir faire de l'introspection et surtout correctement. D'être dans l'équilibre. Parce que bon, pas tout est noir, pas tout est blanc chez toi. Et du coup, il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont laides, des choses qui sont belles. Et il faut savoir toutes les deux les regarder en face. Et il y a des nuances à faire totalement. Ouais. Je pense que les dépressifs, justement, ils regardent trop le côté noir. Laideur, mocheté, tout ça, voilà. Et se concentrent pas assez sur le côté beau qui existe aussi en eux. Et tu as beaucoup été identifié dans certaines cases, mise dans certaines cases. Tu as dit tout à l'heure, notamment quand tu étais plus jeune. Est-ce que tu saurais identifier aujourd'hui les cases dans lesquelles on te mettait avant et les cases dans lesquelles on te met aujourd'hui? Alors, plus jeune, j'avais aussi la catégorisation de catho tradi. D'accord. Catholique traditionnel, voilà. Mais parce que je suis né dans une famille catholique et du coup j'ai eu une éducation très catho, voilà, qui suit vraiment ce qui est dit dans la religion, tout ça, voilà. Et ça se voyait aussi dans ma manière de m'habiller parce que mes parents du coup choisissaient mes habits. Bref, j'avais pas forcément les looks super stylés, au contraire, c'était plutôt petite chemise tranquille, voilà. Je pense que tu vois très bien le portrait. J'étais toujours habillé de la même manière, pas toujours de la même manière, mais bref. Mais dans le même style. Ouais, c'est ça. Dans le même esprit. Et du coup, c'était assez facile de me catégoriser. Puis il faut dire aussi que mes parents, de temps en temps, arrivaient à l'école en disant oui, ça va pas du tout ce qui s'est passé là, ou un truc comme ça, tu vois. Ça pouvait arriver en tout cas. Ils étaient très stricts, très sévères sur le comportement à tenir à l'école, en dehors, à l'extérieur. Ouais, mais pas strict dans le mauvais sens en fait. Tu vois, sur le moment, je le subissais vachement parce que je comprenais pas pourquoi. Mais avec le temps, en fait, j'ai compris
et je suis même extrêmement reconnaissant envers mes parents de m'avoir donné cette éducation-là parce que elle m'a appris plein de choses et je suis content d'avoir reçu cette éducation parce qu'elle m'a permis de me comporter convenablement avec les gens, même si elle a été un peu stricte, tu vois, sur certains aspects. Ça veut pas du tout dire que mes parents nous ont restreint notre liberté avec mes frères et sœurs. Au contraire, ils nous ont toujours stimulés à penser, à réfléchir. Et un jour, tu vois, ma mère, même, elle est venue me voir, elle m'a dit, tu sais, Melchior, on t'a donné une éducation que nous, on pense être bonne pour toi, mais toi, tu prends ce que tu veux dedans et on t'en voudra jamais de pas prendre tout ce qu'on t'a donné. Au contraire, nous, on pense juste avoir fait ce qui était bon et nécessaire. Et après, c'est à toi de choisir ta propre voie et de faire tes propres choix de ce que tu as envie de choisir dans la vie, tout ça. Voilà. Et donc ça, j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait, ça m'a montré que l'objectif n'a jamais été de me brider, de me mettre dans une case de la part de mes parents. Au contraire, non, ils voulaient me donner ce que eux ils pensaient être bon pour moi. Et ensuite, eux, ils sont en mode, mais fais ce que tu veux. Voilà. Nous, on t'a donné ce qu'on pense être bon. Maintenant, démerde-toi. Et surtout, ma mère me dit souvent, mais fais tes propres choix. Voilà. Ouais. C'est pas parce qu'avec... souvent, elle me dit ça comme ça. C'est pas parce qu'avec ton père, on a choisi de vivre comme ça que toi, tu dois faire exactement la même chose. Bon, après, à chaque fois, je la rassure. Je lui dis, t'inquiète pas, maman, c'était pas le projet. Non, mais de toute façon, j'ai une manière très spéciale de vouloir vivre ma vie. Voilà. Mes parents, souvent, sont même un peu consternés parce qu'ils se disent tiens, on sait pas où on l'a eu, lui. Il a une manière très atypique de réfléchir et de voir les choses. Franchement, voilà. Ils m'ont même dit à un moment, ouais, toi, ça va être compliqué de trouver quelqu'un pour vivre avec toi parce que enfin bref, faut te suivre. Ouais, c'est ça. Donc voilà, l'autre jour ils m'ont même balancé, oui, ouais, t'as bien fait de trouver ta copine, elle est pareille, voilà, t'as de la chance. Hein. Ils se foutent de ma gueule et ils ont bien raison. Franchement, je leur en voudrais jamais. Moi-même, je suis le premier à me foutre de ma propre gueule parce que quand je m'observe d'une troisième personne, tu vois, la troisième personne, je me dis quand même, ouais, non mais t'es un pète au casque. Mais tu vois, j'aime bien comment mes parents me taquinent là-dessus, c'est marrant. Ouais. Enfin, et puis ça correspond à mon personnage, tu vois, à la personne que je suis. Ouais, je sais que je fonctionne pas de la même manière que beaucoup d'autres. Et tu vois, souvent j'ai des amis qui me disent Melchior, qu'est-ce qu'il y a on dirait que t'es sous cocaïne, voilà, il y a un énorme problème, on peut jamais t'arrêter, voilà. Pourquoi t'as des réflexions aussi bizarres, il y a pas un moment où tu veux t'arrêter, voilà. Ah ouais. Ouais, moi j'aime bien, ça me va. Ouais. En fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que pendant un bon bout de temps, en fait, j'avais du mal à m'accepter là-dessus. Et justement, je me disais non mais il faut que je change, et il faut que je sois quelqu'un qui puisse être accepté par les autres. Et du coup, tu vois, j'essayais de me changer, en tout cas de me conformer à ce qu'on voulait de moi ou quelque chose comme ça. Et en fait, ça rend extrêmement malheureux parce qu'en fait, t'as pas l'impression d'être toi-même. Et à partir du moment où j'ai décidé de vivre comme je l'entends, de ma propre personne, et en fait, comment je sens que je suis vraiment au fond, sans exagérer le trait, parce que ça, c'est important aussi. J'ai remarqué que tu pouvais facilement passer dans l'exagération de tes traits de caractère. Ouais. Et du coup, en fait, tu te sens mal aussi parce que tu vas trop loin. Et qu'en fait c'est plus vraiment toi non plus, donc faut être vachement faire attention à ça. Mais à partir du moment, tu vois, où j'ai essayé de vivre du coup comment je sens vraiment que je suis, et bien en fait c'est très intéressant parce que tu attires les gens automatiquement. C'est assez intéressant, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est tu attires naturellement les gens parce qu'ils sentent que tu es naturel et que tu ne mens pas en parlant et en étant toi-même. Et du coup aussi, j'ai commencé à avoir des relations amicales qui étaient vraiment pures et vraiment désintéressées, des vraies relations amicales. Mais pour revenir rapidement sur le truc, je pense que de toute façon, la vie, c'est une question d'équilibre au final. C'est trouver un équilibre. C'est pas bon d'être dans un extrême comme dans l'autre. C'est important de trouver son équilibre. Il n'y a pas de... les gens qui m'expliquent qu'ils sont giga colériques et qu'ils changeront jamais, tout ça, voilà, parce qu'ils sont comme ça, je pense pas non plus que ça soit vrai.
Tu vois, je pense qu'il faut trouver une certaine forme d'équilibre. Tu vois, ça va pas t'accomplir d'être tout le temps giga colérique et tu vas pas te sentir bien d'être giga colérique tout le temps. C'est bien d'avoir de la colère, mais c'est pas pour autant que voilà. Bon, il y a certaines personnes qui sont plus à même d'être colériques que d'autres, tu vois. Mais je pense pas forcément que ça soit. Tu sais, les gens qui me disent non, mais c'est ma nature, je suis colérique et donc je vais rien y faire. Non, je pense pas forcément que ça soit la bonne approche. Il faut vraiment se poser la question, est-ce que c'est quelque chose qui me fait du bien déjà, d'être en colère, et qui me permet de retourner à un état d'équilibre, oui ou non. Et souvent, je pense pas que les personnes se posent cette question-là. Ouais. Et il y a beaucoup de personnes qui disent ça. Oui, je suis colérique, c'est ma nature, je peux rien y faire. Oui, j'oublie tout, c'est ma nature, pareil, je peux rien y faire. Ou je suis timide, c'est ma nature, je peux rien y faire, je changerai jamais de toute façon. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Pour moi, la réponse, elle est assez simple. C'est oui, ils peuvent changer. Mais en fait, le facteur déterminant pour changer, c'est si tu as envie de changer ou pas. Tu vois, moi, par exemple, je sais qu'il y a certains aspects de ma personnalité, pour l'instant, j'ai pas envie d'y travailler parce que c'est pas le moment et j'ai pas envie de m'en occuper tout de suite. Et j'en ai conscience. Il y a des aspects, je suis totalement insupportable là-dessus. Et pour autant, pour l'instant, je sais que j'ai pas envie de mettre de l'énergie dedans parce que je sais que, enfin, je me sens pas encore prêt d'affronter ce démon-là, tu vois. Ouais. Et mais bon, j'en ai conscience, mais je sais que tu vois, tant que j'aurais pas décidé de le faire, et ben, je vais pas pouvoir changer grand-chose. Ouais. Volonté surtout. Et donc c'est les gens qui me disent oui, je pourrais jamais changer, c'est non, c'est faux. Tu peux changer, c'est juste que t'as pas envie de changer. Et ça, c'est une grosse différence. Moi, j'aime bien dire à certains de mes amis très proches auxquels je me permets de dire ça, parce que sinon, tu sais, quand tu rencontres une personne random comme ça, c'est un peu dur de... Ouais, c'est ça. Mais je me permets de leur dire, non, mais si actuellement, tu penses que tu ne peux pas changer là-dessus, c'est pas que tu peux pas changer, c'est que tu ne veux pas changer. Et ça, c'est une grosse différence. Enfin, toute la différence réside là-dedans. Et généralement, quand tu dis ça à une personne en plus, moi, on me l'a dit, et c'est pour ça aussi que ça a beaucoup résonné avec moi, parce que j'ai fait, ah tiens, ouais, c'est ça en fait. C'est plutôt le côté que j'ai pas envie de changer là-dessus en fait. Ouais. Et c'est ça qui m'a fait tilter, et c'est ça qui m'a le plus retourné mon cerveau à ce moment-là. Et c'est pour ça que j'aime bien le dire à certains de mes très bons potes quand on parle de certains sujets comme ça. Parce qu'en fait, eux, ils sont le plus à même à t'écouter dans ces moments-là, parce qu'ils acceptent le fait qu'on puisse parfois être un peu plus dur. Et je trouve que cette phrase, elle pointe du doigt exactement là où est le souci. Enfin, c'est même pas une question de tiens, il y a une subtilité un peu plus nanana, en fait, c'est pas ça, c'est parce que c'est conditionné par un trauma que j'ai ou un truc comme ça. Non. Avec tous les traumas du monde que tu as, si t'as pas décidé de vouloir le changer, tu vas pas le changer. Et après, je pense que ce qui est important aussi, c'est que ton entourage et les gens qui sont proches de toi abordent le sujet aussi avec beaucoup de bienveillance. Et surtout, t'encouragent de manière bienveillante à changer la chose. Enfin, quand tu commences à faire un effort là-dessus. Tu vois, je trouve par exemple que c'est horrible de faire une remarque à une personne qui essaye de faire des efforts sur un sujet et des remarques, c'est un peu négatives. Je sais pas moi, tu vois, t'as un très bon pote, il est un peu colérique. Il fait des efforts depuis des mois pour faire attention là-dessus. Il se met en colère une fois et toi tu lui fais eh ben alors, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu en colère, hein, comme quoi les vieilles habitudes reviennent vite. Tu vois, genre, cette remarque-là, je trouve c'est les pires, parce qu'en fait tu es en train d'enterrer et de littéralement dire tout le travail que tu as fait depuis des mois n'a servi à rien. Au contraire, dans ces moments-là, il faut dire bah écoute, incroyable, je trouve que t'as fait énormément d'efforts et je t'en veux pas du tout de t'être mis en colère, ça, voilà. Enfin, faut y aller avec beaucoup de bienveillance. Et je pense que c'est ça souvent qui casse des relations. C'est les mini-reproches à la con, alors que quelqu'un est en train de faire des efforts au niveau 10 000. Pour lui, c'est un effort surhumain. Et toi, tu arrives avec une mini-remarque. Pour toi, c'est rien. Mais pour lui, l'autre en face, c'est destructeur. S'il est en mode, tiens, en fait, tout ce que je fais depuis 6 mois, ça n'a abouti à rien. Ouais. Enfin, vraiment, voilà. Et ça, c'est les genres de trucs auxquels j'essaie de faire gaffe, parce que je sais que parfois les mots peuvent vraiment détruire un truc en 2 secondes et tu t'en rends même pas compte.
C'est vrai que c'est quelque chose dont on parle beaucoup et dont moi-même j'aime beaucoup traiter, c'est le poids des mots, le poids de ce que tu dis. Souvent, on en parle dans le sens positif. C'est vrai que aujourd'hui, il y a l'effet Pygmalion. Ça a été aussi montré scientifiquement. Le fait de croire en quelqu'un qui, à la base, n'était pas parti avec toutes les clés en main, avec toutes les aptitudes pour réussir. Le fait de croire en cette personne-là, le fait de lui dire, ça lui permet d'accroître ses possibilités de réussite, ses probabilités de réussite à la fin. Mais à l'inverse, pour une personne en quelle tu crois pas, où tu dis, toi, t'es une merde, tu vas rien faire de ta vie, etc., tu passes tout ton temps à l'enterrer comme ça et encore, forcément, ces paroles-là aussi ont un impact qui est totalement néfaste sur cette personne-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais comme tu as dit, même il suffit d'un petit ton, d'un petit mot qui va venir enterrer tous les efforts que la personne a faits pour essayer d'évoluer, essayer de changer un certain point de vue, tu vois. Et ça vient tout casser. Ouais, inversement. Ouais. Je trouve aussi que parfois on oublie de faire une petite remarque positive. Exactement. Pour relancer la machine. Ouais, tu vois, totalement. C'est les petits gestes comme ça, de rien du tout. Enfin, je pense que de toute façon, c'est ma mère, surtout ma mère qui me l'a dit. Mais bon, faut comprendre que quand ma mère me l'a dit, c'est que mon père pense à peu près la même chose. C'est juste qu'il a moins verbalisé. ça c'est comme ça. C'est un peu l'histoire de ma vie. Parce que papa parle pas beaucoup, mais maman, elle verbalise plus les émotions ou certaines choses. Mon père verbalise un peu moins. Ouais. Il intellectualise beaucoup. D'accord. Du coup, j'ai beaucoup eu ce côté-là. Si on reparle de alors, c'est quoi ton histoire ? Mon père a été le côté très intellectuel. Voilà. Et ma mère, le côté très compassion, émotion. Voilà. Plutôt rationnel et le père plutôt rationnel et du coup la maman plus émotionnelle. C'est ça. D'accord. Alors, ça veut pas du tout dire que ma mère n'était pas du tout intellectuelle. Enfin, ma mère a un côté très, très intello. Si tu veux, elle va lire des livres en masse sur des sujets comme ça et elle va te sortir des trucs. Tu vas être en mode waouh, ok. Toi, tu as approfondi le sujet au niveau 10 000. Qu'est-ce que je vais faire ? Voilà. Là, j'ai une docteure en sciences comportementales. Bref, c'est bon. Elle m'a beaucoup dit une phrase qui m'est aussi pas mal restée en tête, c'est Melchior, apprend à dire des petits oui avant de dire des grands oui, et apprend à dire des petits non avant de dire des grands non. Et en fait, j'ai pas forcément compris le sens complet. Ça se trouve, après, moi, j'extrapole un peu trop, et elle pensait pas du tout à ça. Mais pour moi, c'est la même chose dans les actes et dans les pensées, dans les choses. Tout ça. C'est d'abord commencer petit et après aller sur des gros trucs. Enfin, tu sais, c'est l'idée de gravir d'abord une colline avant de gravir une montagne et commence petit à petit. Enfin, fait évoluer la difficulté pour éviter de te retrouver un moment sur le pan d'une falaise et tu te dis tiens, maintenant en fait je vais mourir, c'est à la fin. Enfin bref, là j'ai plus du tout de solution. Et du coup, je trouve que c'est à peu près la même chose qu'il faut faire aussi avec les actes, tu vois, des petits actes au début pour après faire les grands actes. Enfin, en fait, au final, un oui et un non, ça implique un acte derrière. Mais pour ça que j'aime bien cette phrase-là parce qu'elle rappelle un peu le truc de tiens, si tu as envie de pouvoir, par exemple, monter une entreprise, commence d'abord par les petits trucs. Ouais. Voilà. Bon, je vois parfaitement où ça peut mener. Et tout à l'heure, tu as dit aussi quelque chose qui a sonné comme quelque chose d'une grande importance quand même. C'est le fait que tes parents te soutiennent, peu importe où tu veux aller. C'est-à-dire qu'ils t'offrent c'est-à-dire une certaine éducation, un certain chemin, mais tu es libre de choisir ce que tu veux faire de ce qu'ils te donnent, dans le sens général, verbalement, en tout cas dans l'éducation, dans les valeurs, les principes aussi peut-être. Aujourd'hui, dans ta construction, dans ta réussite, si supposer qu'il y en ait une selon ta définition que tu pourras nous donner, est-ce que tu penses que là où tu es, ça rentre en résonance avec ce que les personnes autour de toi voulaient que tu sois ? Oui, dans une certaine dimension, dans le sens où mes parents
ont toujours voulu en fait que je sois la personne que je veux être. Et donc actuellement, en tout cas, je m'efforce à devenir et à être la personne que je veux être. Mais après, non, je pense qu'il y a certaines personnes aussi dans ma vie qui voulaient que je sois autrement. Et ça, rien à foutre. Franchement, à l'époque, peut-être moins, tu vois. À certaines époques, ça avait beaucoup d'influence sur moi. Mais aujourd'hui, ça m'atteint pas. Enfin, si une personne veut me faire changer pour que je corresponde à un schéma, une représentation qu'elle se fait de moi, j'ai pas envie de traîner avec cette personne-là, du coup. Est-ce que tu as déjà ressenti l'envie de prouver quelque chose, que ça soit de prouver que tu pouvais le faire alors qu'on te disait que non? Énormément. Énormément. J'ai toujours été dans le truc de défi pour tout et n'importe quoi. Et en fait, ce qui a changé avec l'âge, c'est avant, j'étais vachement je dois prouver aux autres. Et maintenant, en fait, j'ai juste envie de prouver à moi-même. Et je pense que c'est beaucoup plus sain parce qu'en fait, au lieu de me laisser influencer par les autres et dicter en fait dans quelle direction du coup je vais par les autres, et du coup ce que je dois leur prouver, et ben en fait je me prouve les choses à moi-même et j'ai envie de les faire pour moi-même. Et c'est là où, tu vois, je trouve que c'est beaucoup plus sain, en tout cas pour moi, de le voir comme ça. Alors ça veut pas dire que de temps en temps je me dis quand même, tiens, lui il m'a provoqué, je vais lui montrer que... Je vais lui montrer qu'il a tort, tu vois. Mais dans ce cas-là, tu vois, je me dis, je le fais principalement pour moi et je le fais pas dans le but de me sentir meilleur que lui ou de le casser, tu vois. Parce qu'en fait, je pense que ce sentiment-là, en fait, à un moment, te rend prisonnier de toi-même et casse en fait les choses autour de toi. C'est un peu trop destructeur. J'aime bien traiter du fait que dans la vie, parfois il arrive des choses qu'on provoque, parfois il arrive des choses auxquelles on ne s'attend pas, qu'on n'a pas forcément provoquées, qui peuvent arriver par hasard, mais l'importance, selon moi, c'est non pas de dire que j'ai acquis ça par hasard, etc., mais de se dire, OK, à un moment, le hasard est arrivé et j'ai su que c'était du hasard et j'ai su l'exploiter. Donc ensuite, créer une opportunité pour... Aujourd'hui, comment tu définirais tout ça, toi? Dans ta vie, ça s'insère? La part du hasard, de la chance, des opportunités que tu as créées, des opportunités que tu as eues sans forcément y participer, etc. Quelle est la place que ça prend dans ta vie, tout ça? Déjà, moi, j'ai du mal avec le concept de hasard. Je trouve que c'est trop facile de laisser reposer les choses sur le compte du hasard. Surtout que j'avais lu un truc là-dessus, c'est que si vraiment les choses étaient le hasard, en fait, tout ça n'existerait pas aujourd'hui, tout ce qui existe aujourd'hui. C'est beaucoup trop, il y a une chance tellement infime que ça existe si c'est vraiment du hasard que ça en devient un miracle. Voilà. J'aime bien le côté plus providence, tu vois. Enfin, ouais, t'as Qu'est-ce que tu t'as veux des dire opportunités qui s'offrent à toi, t'as des situations qui s'offrent à toi, et en fait, c'est à toi de décider ce que tu vas en faire. Et alors, après, on appelle ça le hasard par souci de simplicité, hein. Donc, je vais utiliser le mot hasard, c'est plus simple, hein. Mais sinon, après, au fond, je suis pas convaincu du terme hasard. J'ai du mal à me dire, tiens, tout ça, c'est que arrivé comme ça par magie. Je pense qu'il y a un côté où les choses arrivent pour une certaine raison. Il faut savoir juste voir l'opportunité, la prendre et en faire la meilleure chose. Et non, je pense que j'ai eu beaucoup d'opportunités qui se sont offertes à moi. Là-dessus, j'ai une chance immense. Il y en a beaucoup que j'ai pas su prendre. D'autres que j'ai su embrasser avec grand plaisir et pour les intégrer dans ma vie. Mais je pense que en fait, c'est une attitude qu'il faut avoir vis-à-vis de la spontanéité de la vie. C'est est-ce que quand tu ne contrôles pas les choses,
dans la vie, tu deviens fou, ou est-ce que tu laisses cette spontanéité de la vie un peu guider tes pas et de temps en temps te préparer des bonnes surprises. Moi, je sais qu'il y avait une phase où je détestais ce côté-là spontané et du coup, je voulais tout contrôler, tout faire en sorte que je sais exactement ce qui se passe, tac, tac, tac. Maintenant, j'aime bien avoir des moments comme ça où je me dis, tiens, il y a des moments où il faut que ça soit contrôlé pour pouvoir avancer correctement, mais il y a des moments où il faut savoir un peu laisser libre cours à la vie et de se laisser joyeusement surprendre par qui on peut rencontrer. Voilà. Du style, quand même, il y a un monde où je considère, tu vois, que ma présence ici est due au fait que je me suis dit, tiens, je lâche le contrôle là-dessus. Tu vois. Je me dis, tiens, je me livre à cet exercice-là et je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas où ça va aller, même si c'est moi qui suis interviewé, bref, voilà. Et on va voir ce qui va en sortir. Quelles étaient les difficultés qui venaient quand même avec ? En fait, je pense que la première difficulté, c'est de la voir. C'est aussi simple que ça. C'est est-ce que si tu rencontres une personne, tu vois ou pas la chance que tu as de rencontrer cette personne-là ? Ouais. Tu vois, j'ai certains amis, on a rencontré certaines personnes ensemble et ils n'ont pas réalisé la chance qu'ils avaient de rencontrer cette personne-là. Moi, je l'ai réalisé et inversement. Tu vois. En fait, c'est totalement une capacité à se dire, tiens, en fait, je vais aller dans l'inconnu et j'accepte ça. Et c'est pas grave. Cette opportunité. J'aime bien utiliser le terme, pour beaucoup, autour de moi, je l'ai un petit peu planté là, comme une petite graine. Maintenant, pas mal de personnes l'utilisent autour de moi. C'est la sérendipité. La sérendipité, j'adore ce mot. J'adore. Je l'ai appris quand j'étais en études de santé. Tu as du hasard, comme tu dis, tu as quelqu'un qui arrive devant toi. Tu as une opportunité qui s'offre à toi. Si tu n'as pas, donc là, c'est du hasard. Jusque-là, c'est du hasard. Mais si tu n'as pas la lucidité, la sagacité, on appelle ça aussi, de te rendre compte du fait que c'est une chance et que tu peux l'explorer, que tu peux l'exploiter, que tu l'exploites, ça restera du hasard. Donc, si tu as la lucidité, la sagacité de l'explorer, de l'exploiter, ça devient de la sérendipité puisque tu en as pris conscience et tu as su aller plus loin et en profiter. J'aime beaucoup parce que tu utilises un vocabulaire que j'adore. Je sais comment te parler, tu veux dire. J'ai l'impression de parler avec mon père. Parce que j'adore le concept d'avoir des nouveaux mots dans mon arsenal. Et puis je pense que si tu veux avoir une pensée construite et surtout mûre, tu ne peux pas l'avoir si tu as un vocabulaire pauvre. C'est très compliqué. Tu vois, par exemple, le terme sérendipité, il te permet d'avoir une dimension en plus de profondeur. Mais c'est la même chose quand tu vas voir un sujet que j'adore traiter, c'est l'amour. Quand tu vas, par exemple, parler beaucoup plus de le côté agapé, éros, filié. Et encore, tu peux aller beaucoup plus loin dans les termes. Si t'as pas ce vocabulaire-là, en fait, en termes de pensée, tu es très limité. Et ça se voit, tu vois, quand tu lis, par exemple, des ouvrages de philosophie, je pense que tu dois être d'accord avec moi. La première fois que tu le lis, déjà tu relis les pages à chaque fois 2 ou 3 fois pour essayer de comprendre ce qui se passe parce que tu as 15 mots de vocabulaire qui sont nouveaux dans chaque nouvelle phrase et tu te dis là j'ai rien compris, il va falloir que je reprenne tout depuis le début. Et tu te dis mais c'est génial, tu vois, la complexité de la pensée est folle et tout ça en fait en rajoutant quelques mots. Souvent t'as pas besoin de beaucoup de mots d'ailleurs pour avoir une pensée beaucoup plus construite, beaucoup plus complexe. Mais juste avoir aussi certains mots qui te permettent de nuancer ta pensée parce que en fait finalement c'est ça qui te permet d'avoir une pensée plus construite, plus complexe, tu vois. J'ai un ami espagnol, il m'a conseillé un bouquin que j'ai lu sur, alors je pourrais plus dire le titre ni l'auteur, mais c'est sur justement l'être. En fait, qu'est-ce que t'es au fond? En fait, tu es ser. Et il y a beaucoup de choses, plus tu vas loin. Enfin, en gros, lui, il m'avait donné une métaphore que j'adore, dont je parle pas assez souvent, parce qu'en vrai, on aborde très peu ce sujet-là, mais en fait, comment est composé l'humain? Et lui, il m'avait dit, au fond, tout au fond, en fait, t'es un peu comme un oignon avec des couches différentes, voilà. Tout en haut, en fait, c'est ton corps. Et en fait, plus tu vas à l'intérieur, plus c'est des trucs genre très deep, qui te touchent beaucoup.
du style assez haut en vrai. Tu as l'esprit, tu as ton caractère, tu as ta réflexion, tu as ton intellect, ce genre de choses. Et après, tu as ton âme. Et après, il y a le côté encore plus profond que ça, c'est tu as ton être, en fait, ce que tu es profondément. Et il y a tout un courant philosophique qui décrit ça. C'est fascinant, franchement. Et j'ai adoré. J'avais des discussions pendant des nuits entières avec lui sur des petits détails à la con où tu te dis, tiens, jamais de la vie on peut débattre sur un sujet comme ça. Et bah si. Et là, tu pars pendant toute une nuit sur un petit truc et c'est génial. Ouais. Et en fait, tu comprends que plus en fait le mal-être est profond, dans ta personne. Et ancré, ouais. Et ben, plus en fait, il y a des répercussions au niveau haut. En fait, c'est un peu comme si tu sais, je fissurais un endroit et la fissure remonte jusqu'à la surface de ton oignon. Ouais. Et du coup, en fait, ça va affecter tout ce qui est là entre-temps, sur le chemin. Et en fait, il y a d'ailleurs tout un... Bon alors, va falloir voir aussi si scientifiquement on peut démontrer ça, tout ça là, mais il y a tout un pan de cette philosophie-là qui s'intéresse en fait à est-ce qu'on peut pas guérir certaines maladies en traitant en fait les sujets qui en fait sont beaucoup plus profonds et les blessures profondes. Alors, scientifiquement, c'est très compliqué de balancer un truc, de dire c'est vrai, ça fonctionne, mais j'ai l'intime conviction au fond que en fait ça fonctionne comme ça et que si en fait tu vois dans ton âme ou dans ton caractère, dans quelque chose comme ça, tu as une blessure, et ben en fait ça va ressortir physiquement à un moment sous une forme de maladie, quelque chose comme ça. Et si en fait tu arrives à le traiter, et ben en fait la maladie va sortir toute seule parce qu'en fait c'est une réponse normale du corps d'avoir une sorte de forme de stress là-dessus qui cause du coup une maladie. Et si tu règles le problème, le stress part et du coup, tu n'as plus la maladie. Enfin, le seul problème, c'est que ça, je pense que le jour où on arrivera à le prouver, il n'est pas arrivé aujourd'hui. Mais j'en ai une intime conviction que c'est le cas parce que, par exemple, le côté santé mentale et santé physique, c'est tellement relié les deux que ça m'étonnerait que ça ne soit pas le cas aussi pour le reste. Ouais, j'ai rencontré aussi une femme que j'essaierai de faire venir là, parce que ça m'y fait penser aussi. Tu pourras venir comme ça, on pourra organiser un truc à 3 éventuellement. Mais tu me réinvites quand tu veux. Si tu veux, je fais partie régulièrement du tableau. J'adore ça. Mais du coup, cette dame-là, c'était pareil. Elle croyait en ce que tu viens d'exposer. C'est que effectivement, tout part des fluides et des mots, c'est-à-dire les mots au plus profond du terme, c'est-à-dire que c'est d'abord ton toi, finalement, intérieur qui est malade avant même que tu sois malade physiquement. Ouais. Ce toi intérieur qui n'est ni physique, qui n'est pas physique du tout, il va être affecté donc, par des traumatismes qui vont laisser des séquelles. Elle parlait de cancer notamment, voilà, les cancers sont liés à un mal-être encore plus profond que simplement des cellules qui se multiplient de manière anarchique et qui envahissent le corps ou quelques parties du corps, mais c'est un être qui est d'abord malade et il faut guérir cet être-là pour pouvoir soigner Je rejoins vachement cette pensée-là, ouais. Après, je sais que j'ai un peu le problème aussi de me dire que, après, si je t'expose à beaucoup de pathogènes, enfin d'éléments cancérigènes, dans ce cas-là, le cancer, ça sera pas forcément ton mal-être intérieur, mais plutôt le fait de, je sais pas moi, t'avoir fait fumer 50 cigarettes par jour. Par demi-heure, tu vois, un truc comme ça. Genre, je t'ai speedrun jusqu'au cancer du poumon. C'est clair. Et tout à l'heure, tu as parlé du moment où tu te sentais pas mal seul, où tu on a traité ça aussi au début et même tout le long, on a compris que tu avais quand même pas mal changé. Quel est le moment où tu t'es dit, où tu t'es vu le plus grandir ? Ou à quel moment tu te dis, là, il y a eu un gros changement dans ta manière de parler, dans ta manière d'être, dans ta manière de penser, etc. Ouais. En fait, alors ça, c'est un truc que j'avais beaucoup réfléchi et j'en avais beaucoup parlé avec mon père. En fait, j'ai remarqué que les moments où tu remarques que tu grandis, tu as fini ta phase de croissance. Ouais. Et du coup, en fait, tu n'es plus trop en train de grandir à ce moment-là. Juste, tu es en train de finaliser la construction, si tu veux.
C'est comme si tu construisais une nouvelle maison et que tu faisais les bases, tout ça, voilà. Ça, c'est le moment difficile. C'est le moment où, en fait, où tu apprends beaucoup, mais en fait, tu le vois pas parce qu'il y a beaucoup de moments où c'est difficile. Ouais. Et inversement, quand en fait, tu vas profiter un peu de ta maison que tu viens de construire, et ben en fait, tu as l'impression d'avoir énormément appris à ce moment-là, d'être en mode waouh, j'apprends beaucoup en ce moment, alors qu'en vrai, c'est juste le moment où tu es en train de consolider la fin, tu vois. Donc, tu vois, les moments où je me dis là, en fait, en ce moment, j'ai l'impression de rien apprendre, c'est juste qu'en fait, je vois pas parce que je fais beaucoup d'efforts et que c'est compliqué, tu vois, et que c'est dur. Mais, et les moments où je vois que j'ai l'impression de beaucoup apprendre, tu vois, je me dis juste, c'est les phases où c'est normal parce qu'en fait, c'est bon, c'est consolider ce que j'ai appris. Mais concrètement, les efforts, je les ai faits avant. Là, c'est juste la fin, tu vois, c'est les derniers petits 20% tranquilles, quoi. Ouais, il y a toujours un petit décalage. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai remarqué. Et c'est parce qu'en fait, à un moment, je me posais la question de pourquoi en fait c'est si difficile que ça, papa, en ce moment. Je comprends pas, je fais plein de trucs. Là, sur la boîte, là, le côté financier, je me tords la tête dans tous les sens, je comprends pas, tac. Et là, il me dit, mais c'est là où, en fait, où tu es en train d'apprendre le plus. Enfin, profite, c'est pas grave. Tu verras les fruits plus tard, voilà. Et puis, tu auras l'impression d'avoir vraiment appris plus tard. Et c'est normal, c'est tout le principe de l'apprentissage. Est-ce que quand tu es en train de réviser pour ton examen, tu as l'impression d'avoir tout appris tout de suite? Bah non, tu es obligé de le relire 2-3 fois, de comprendre, tac, voilà. Et ça m'a fait un déclic. J'ai fait, waouh, ok. C'est comme le truc de, tu as envie d'apprendre d'être patient. Bah, tu vas passer par des phases où justement on te teste sur ta patience. Donc tu vas avoir l'impression après de te dire, ah oui, mais en fait j'étais patient. Mais sur le moment, tu es en mode, j'ai envie de tout péter, je vais tout casser. Parce que justement, tu es en train d'apprendre à te retenir de briser toute ta patience, tu vois. Enfin, et justement, en fait, et si je devais dire dans ma vie le moment où j'ai appris le plus, en fait, je pense que ça dépend de ta disposition face à l'apprentissage. Tu vois, est-ce que tu as envie d'être un élève permanent de la vie ou est-ce que tu as envie à un moment te dire, tiens, maintenant, je me repose sur mes lauriers. Et franchement, pour l'instant, j'ai envie de garder la mentalité élève et de savoir un peu me reposer sur certains de mes lauriers, tu vois, mais de toujours rester un élève de la vie et d'apprendre des trucs à nouveau à droite à gauche. Parce que je pense que se reposer sur ses lauriers, c'est le moment où tu vas perdre tout goût à la vie. Moi, j'aime bien le côté où tu apprends tout le temps, tu profites. Enfin, moi, je trouve que c'est limite profiter d'apprendre. C'est sympa. Et pendant tes nuits d'insomnie, parce qu'on en a parlé aussi en off, et même tes pensées là, que tu es quelqu'un qui pense quand même pas mal. Aujourd'hui, pendant tes nuits d'insomnie, quelles sont les pensées qui te viennent en tête? Tout, ça dépend des sujets en fait du moment, tu vois. Ça dépend des problèmes que j'ai à ce moment-là, tu vois, ou en tout cas des questionnements que j'ai, des doutes et des insécurités que j'ai à ce moment-là. Il y a des moments où ça va être beaucoup plus tourné vers la boîte et qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça n'avance pas là-dessus, pourquoi j'arrive pas à parler à telle personne et à lui faire comprendre que c'est important, ou en tout cas que ça pourrait l'aider, ou alors la famille aussi parfois, tu vois, ça dépend vraiment des moments, ou alors et il y a des moments où c'est purement sur moi parce qu'en fait je sens que je suis plus en phase avec moi-même et du coup je dois remettre un peu les pendules à l'heure pour me dire, ah tiens, maintenant en fait faut que j'arrête 2 secondes là de courir à droite à gauche. Il faut que je me pose la question de ok, qu'est-ce que je veux vraiment là, je suis en train de partir un peu en sucette, j'ai pas fait attention, je me m'éparpille à droite à gauche, on va remettre tout ça un peu à l'heure et faire une sorte d'ajustement, tu sais, des instruments et je repars après. Et je me pose souvent j'ai à peu près le même schéma de questions à ce moment-là. Ok, qu'est-ce que tu veux vraiment, où est-ce que tu veux aller, est-ce que tu te sens bien, quels sont et si tu te sens mal, quels sont les éléments sur lesquels tu te sens mal, et quand je les identifie, je fais ok, mais pourquoi c'est ça, tac, est-ce que du coup c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de garder dans ma vie, oui, non. Tu vois, moi je fais un truc mais de manière très consciente, les gens me prennent pour un fou quand je dis ça. À peu près tous les 6 mois, je fais une réévaluation de mes amitiés. Alors, j'attribue pas de notes, c'est pas ça, hein, je suis pas un malade mental. Alors, il y a une époque où je le faisais, mais ça, c'est autre chose. J'avais un tableur Excel comme ça. Ah ouais, t'étais à fond.
Ouais, j'aimais bien quantifier les choses, mais j'ai appris à me calmer là-dessus. En fait, à peu près tous les 6 mois, je me fais la réflexion de ok, est-ce que ces personnes-là, dans mon entourage et dans mes potes, amis, je fais la différence entre les deux, pour moi c'est très différent. Potes, amis, connaissances, bref, dans mon entourage, est-ce que j'ai envie de les garder, oui ou non aussi proches. Et parce que je pense que c'est hyper important de savoir trier ses amis en fait. Pas dans le sens où c'est du bétail et tu t'en débarrasses comme ça. Non, c'est juste qu'il y a des moments où les chemins de la vie font en sorte que les gens se séparent un peu plus, ont des manières différentes de voir les choses, évoluent différemment. Et c'est important pour moi d'avoir une évolution cohérente avec mes amis. Pas la même, pas du tout. Si j'ai envie d'être entouré que de personnes qui me ressemblent, je finirais tout seul. Et puis, je pense que si je me clonais, je me rendrais moi-même fou tout seul. Mais qu'en gros, dans la cohérence, que ça soit cohérent avec le chemin de vie que j'ai envie de prendre. Tu vois, que les gens qui soient surtout les gens les plus proches du coup, dans mes amis et mes potes, que ça soit des gens qui soient qui soient cohérents avec ce chemin de vie-là. Je pense que spécialement, tu vois, la copine, c'est très important, pour nous, ou alors copain, bref, c'est spécialement important que là-dessus, ça soit hyper clair et que de temps en temps, il y ait une discussion là-dessus. De ok, où est-ce que t'en es? Est-ce que t'as changé là-dessus? Tac, tac, tac. Bon, après, généralement, on s'en rend compte tout seul, je pense, aussi. Mais, tu vois, moi, mes meilleurs amis, je fais très attention à faire en sorte que, ouais, on soit toujours sur la même longueur d'onde là-dessus. Et pas qu'on... et puis, si c'est le cas, prendre un peu plus de distance. Il y a certaines personnes, j'ai pas forcément envie de garder le contact parce que je sais que ça va pas être... alors, c'est pas que je vais pas garder le contact. Comment dire? Je vais prendre un peu plus de distance, mais pas dans le sens négatif où j'ai plus rien envie d'avoir à faire avec cette personne-là. Mais c'est juste que je me dis, ouais, je sais que je suis la moyenne des personnes qui m'entourent. En tout cas, que les gens qui m'entourent, que je le veuille ou non, ont une influence sur moi, dans ma manière de penser, dans ma manière de réfléchir, dans ma manière d'agir. Et du coup, j'ai envie de faire attention et de garder ce milieu-là aussi sain, comme moi je le pense, qu'il est sain pour moi, pour que justement je puisse évoluer correctement. Et je pense que... alors, les gens me prennent pour un fou parce que du coup, ça fait un peu tri, tu vois. Je trie, tac, tac, tac. Mais je pense que c'est eux les fous à ne pas le faire. Parce que à ne pas trier et à ne pas faire attention avec qui tu t'entoures, et même les gens avec lesquels d'apparence tu vois tout va bien et tu t'entends bien et voilà, souvent d'ailleurs c'est le plus sournois parce que c'est les gens avec lesquels où tu te dis il y a rien de problématique. Ouais, mais c'est peut-être là où il faut réfléchir un peu aussi parce que généralement j'ai envie de te dire les choses qui te prennent de court, c'est pas les choses qui ont une apparence moche, hein. C'est les trucs qui ont une apparence belle, qui savent te séduire et qui tout d'un coup te révèlent leur vrai visage et là tu fais ah merde, mais c'est un peu tard, tu vois. Généralement quand tu vois le vrai visage. Donc moi j'aime bien aussi analyser, même si ça fait un peu psychopathe, j'aime bien analyser les relations qui vont très bien dans ma vie pour me dire ok, mais est-ce que vraiment ça va dans la bonne direction, tu vois. Il y en a qui vont dire la vie est un fleuve, etc. J'aime bien l'image du train parce que disons que tu vas d'une destination A à une destination Z. Entre-temps, il y a beaucoup d'étapes. Il y a beaucoup d'étapes. Tu as beaucoup d'arrêts. T'en as qui vont faire exactement le même chemin que toi, de A à Z. Et ce sont des amis que tu vas garder de A à Z. Mais tu as des amis qui vont monter plus loin, à C, qui vont descendre à F, qui vont descendre beaucoup plus loin, qui vont descendre beaucoup plus rapidement. Ou même, tu en as qui étaient là depuis le départ, à A, et qui sont descendus juste avant l'arrivée ou longtemps avant l'arrivée. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Dans l'amitié, il y a des amitiés qui ne sont pas faites pour durer, qui sont là pour te faire évoluer à un moment T. Ouais. Et moi, je vois pas du tout le problème. Ouais. Tu vois. Et ça t'apporte quelque chose à ce moment-là. Ça peut s'apporter réciproquement. Pour l'autre, il va y avoir forcément un bénéfice, évidemment. Il y a un moment où moi, j'étais très relation, il faut que ça soit rentable. Ouais. Et du coup, j'évaluais vachement les choses sur ok, qu'est-ce que ça m'apporte et est-ce que c'est vraiment positif ce que ça m'apporte comparé à ce que je donne. Mais du coup, c'était pas du tout un don. Voilà, c'était pas vraiment donné. C'était juste réfléchir à ok, quel est mon win-win.
Mais non, mais je pense que c'est surtout des souvenirs que tu gardes. Et puis, c'est pas grave. S'il y a des gens que tu perds en route, c'est normal. Exactement. Enfin, ça fait partie de la vie. Je déteste d'ailleurs les gens qui essaient de rester amis coûte que coûte. Ouais. Je trouve que c'est des relations très nocives. Tu vois, non, mais on va rester amis toute notre vie parce qu'en fait, on s'entend trop bien maintenant. Mais tu sais pas, ça se trouve, dans 10 ans, tu auras tellement évolué que, en fait, tu voudras même plus être ami avec moi. Et je comprends, tu vois. Mais j'aime pas, le truc de se dire, tiens, on va rester amis toute notre vie, nanana. Tu vois, les seules relations où j'ai envie de faire vraiment attention parce que c'est un peu différent, c'est le côté famille. Mais de toute façon, la famille, tu le choisis pas. Il y a un côté où... Enfin, moi, je considère qu'il y a 2 familles dans la vie. Tu as 2 familles. Tu as la famille que tu choisis pas parce que tu es né dedans. Et du coup, c'est un peu le truc que tu subis, mais qu'il va falloir accepter un moment comme ça l'est. Et apprendre à aimer cette famille-là comme elle est. Spécialement comme elle est, tu vois. Avec tous les trucs qui vont te saouler. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que tu vois, il y a certaines familles où... J'ai certains potes, ils ont des familles où ils vont tolérer le comportement de leurs frères et sœurs, alors qu'avec des connaissances, ils vont pas du tout tolérer ce comportement-là. Mais parce que justement, ils savent que c'est la famille, et du coup, il y a un peu plus de... Vas-y, on laisse... lâcher prise, de tolérance. On laisse couler, tu vois. Ouais. Et puis, t'apprends à aimer, du coup, ta famille comme elle est. Mais du coup, l'avantage de la famille, c'est qu'elle t'apprend à aimer aussi des gens en dehors de ta famille, qui sont avec des traits de caractère qui peuvent t'énerver, comme ils sont. Donc ça, c'est l'avantage de la famille que tu n'as pas choisi. Et après, il y a un moment où, pour moi, tu vas avoir une famille que tu vas choisir. Et alors, là, tout le monde va penser à famille, femme, ou mari, ou bref, moi, je pense aussi à la famille en termes d'amis, tu vois. T'as aussi, pour moi, il y a vachement une dimension, mes amis très très proches, je les vois comme de la famille, tu vois. Et c'est tout aussi important. Parce que je vais pas non plus vivre toute ma vie qu'avec soit ma famille de naissance, soit la famille que je vais fonder, tu vois. Donc, bref, bon, et au-delà de ça, moi j'ai un truc, en tout cas, les enfants ne m'attirent pas du tout. Avoir des enfants, ça me terrifie. Ouais, ah ouais. Ouais, non, mais c'est pas du tout un truc. Moi, je vois mes boîtes comme mes enfants. C'est beaucoup plus comme ça que je le vois. Mais ça, c'est une vision assez atypique. Mes parents me regardent et me font « Ok, toi, t'es totalement bizarre. » Et c'est quoi tes boîtes alors parce qu'on n'en a pas encore parlé. Non, mais là, en gros, j'ai je suis en train de monter une société qui transforme des macroalgues en diesel renouvelable. Et après, j'ai envie de m'intéresser à d'autres sujets. Moi, je vais pas rester que sur un seul projet. Enfin, j'ai envie de monter ce projet-là et faire en sorte que ce projet-là arrive à un stade où il est giga tranquille et peut tourner sans moi. Et après, j'ai envie d'aller faire d'autres trucs aussi. J'ai envie de m'amuser toute ma vie à monter des boîtes, des sociétés à droite à gauche. Moi, je trouve ça drôle. Ça fait des défis à nouveau à droite à gauche. C'est super sympa. Il y a un côté très challengeant. Et il faut jouer avec tellement d'éléments en même temps. C'est génial. Merci pour cette réponse-là. Quel est le mythe, de manière générale, que tu aimerais déconstruire ? Il y a des mythes partout. Et des mythes partout qu'il faut déconstruire. C'est ce que j'appelle les petites chaînes de la vie. C'est un ami qui m'avait donné cette métaphore. Mais elle commence à être un peu connue. Je l'entends de plus en plus autour de moi. Donc, je suis content qu'elle se répande. Alors, je suis content et pas content, parce que ça veut dire aussi qu'elle est plus aussi unique, mais c'est pas grave. C'est la métaphore de l'éléphanteau, tu sais, qui a sa petite corde quand il est petit, et du coup il est attaché à cette corde-là, il peut pas s'en défaire parce qu'il est pas assez puissant, mais qui, une fois arrivé à l'âge adulte, il a une puissance monumentale, mais il va quand même pas essayer de tirer sur la corde et se défaire, alors qu'il pourrait totalement la casser. Et du coup, en fait, pour lui, cette corde-là est impossible à casser. Et en fait, je pense que c'est aussi ce qui nous différencie. J'en suis fondamentalement convaincu que c'est ce qui nous différencie des animaux. C'est le fait qu'on puisse avoir conscience de ces chaînes-là et s'en défaire. Prendre conscience de ces chaînes-là et s'en défaire. Et le plus important, en fait, c'est d'œuvrer à comprendre où est-ce qu'on a nos chaînes et comment s'en défaire une fois qu'on les a identifiées. Parce qu'en fait, c'est ça qui va nous retenir de développer notre plein potentiel et se sentir à l'aise dans ce qu'on fait. Il y en a un, je pense que j'aimerais... Ouais,
je trouve qu'il y a un petit mythe qui existe quand même. Bref, celui de croire que les gens, de croire qu'on peut être entrepreneur, peu importe sa condition, tu vois. Alors, je suis pour la méritocratie et je suis à fond dedans, en mode tout le monde devrait pouvoir entreprendre, tout ça, voilà. Mais après, comment tu définis simplement la méritocratie? Parce que j'ai l'impression que les gens ne donnent pas la même définition, du coup, selon toi. En fait, pour moi, c'est la capacité à faire face à ses responsabilités. Mais du coup, tu peux très bien être beaucoup plus méritant en n'étant pas entrepreneur qu'en étant entrepreneur, tu vois. Enfin, c'est très différent. Je trouve que d'ailleurs, on ne vit pas dans un système méritocratique. Au contraire, c'est extrêmement compliqué je pense, vivre selon la méritocratie parce que ça dépend aussi de la capacité de chacun à prendre des responsabilités et surtout du type de responsabilité que chaque personne puisse prendre. Et pour moi, le mérite d'une personne passe par sa capacité à d'abord prendre des responsabilités et ensuite user de ses droits. Tu vois, il y a ce côté-là, pour moi, où c'est plus tu fais usage de tu fais attention à tes responsabilités que tu as et tu fais ton devoir d'État, et ben plus tu mérites. Non, le mythe que je pense qu'il faudrait déconstruire, c'est celui de croire que tout le monde peut entreprendre aussi facilement. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tout le monde peut entreprendre, c'est pas ça le souci, techniquement. Après, la question, c'est il y en a qui vont avoir plus de facilité pour entreprendre. Tu vois, si tu es né dans un contexte, dans une famille où c'est un peu plus compliqué, ou aussi tu n'as pas beaucoup de soutien de la part de tes parents, je pense que c'est plus compliqué que si inversement tu nais dans un cadre favorable où les parents sont encourageants. Et moi, je sais que là-dessus, j'ai pas envie que plus tard on dise de moi c'est incroyable, il a réussi tout seul. Parce que c'est faux. Enfin, mes parents m'ont vachement soutenu, m'ont donné des outils pour la vie qui sont incroyables. Et je me considère super chanceux sur cet aspect-là, d'avoir pu bénéficier de ça, alors que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu cette chance-là. Est-ce que et après, je me rappelle d'une des questions là. Pour autant, ça veut pas dire que tu vois, j'ai pas envie qu'on me voit que par ce prisme-là, mais j'ai envie qu'on garde en tête quand même ce côté-là, tu vois, que il a eu cette chance-là. Tu vois, moi par exemple, mon père m'a mis en relation avec beaucoup de gens du coup pour, par exemple, tout ce qui est client sur le projet, et je sais que c'est quelque chose que quelqu'un d'autre aurait mis 6 mois de plus à avoir, tu vois. Largement plus. Ça, c'est déjà des portes qui s'ouvrent beaucoup plus facilement. C'est incroyable. Et j'ai des amis qui ont aussi, un peu du même milieu, qui ont aussi eu la chance d'avoir des parents qui ont des bons contacts et qui réalisent pas la chance qu'ils ont, en fait. Et eux, dans leur tête, c'est non, mais tout le monde peut faire ça, faut juste avoir de la détermination, voilà. Alors oui, tout le monde peut le faire, avec de la détermination, oui, ok, mais la grosse différence, c'est que toi, tu vas le faire en 3 mois, lui, il va le faire en 1 an. Parce qu'il va d'abord devoir construire son réseau, tout ça, voilà, ou travailler à entrer en contact avec les bonnes personnes. Et ça, c'est un truc, pour moi, j'en ai conscience et je sais que j'ai une chance immense là-dessus, tu vois. Au contraire, du coup, ça me met encore plus la pression de réussir, de présenter quelque chose de correct, parce que du coup, j'ai des personnes dans mon entourage qui mettent leur réputation en jeu personnelle, tu vois, en mettant en contact. Ouais, c'est ça. Comment tu vis ça, toi, du coup, cette pression-là, on te donne certaines cartes, va falloir que tu les joues bien, parce que tu as des bonnes cartes, va falloir que tu les joues bien. Comment tu fais? Déjà, j'allais te répondre par justement, je les joue bien. Je fais en sorte de bien les jouer. Déjà, je me dis que j'ai une énorme chance et je remercie la vie et je remercie les gens autour de moi. Et en fait, je donne 40 000% là-dedans pour faire en sorte que ça fonctionne, du coup. Pour présenter quelque chose de correct, je me mets une pression monstre. Mais
Je me mets une pression et pas un stress. Tu vois. Je pense qu'on travaille bien sous pression, on travaille pas bien sous stress. Ouais. Et je fais attention du coup justement de me mettre bien la pression pour que ça soit correct ce que je fais, que ce soit de bonne qualité allemande, Deutsche Qualität, et de pouvoir et pouvoir justement assurer là-dessus, tu vois. Mais du coup, j'en profite aussi et je me dis, tiens, du coup, je vais aller voir les gens qui m'ont donné des contacts ou alors qui me conseillent et je vais leur demander conseil en mode, ok, qu'est-ce que tu penses de ce que là, actuellement, j'ai pondu, ce que j'ai fait, tout ça, voilà, pour justement avoir un feedback aussi. Voilà. Enfin, faut, je pense, mettre toutes les chances de son côté pour que ça soit aussi fait de manière intelligente. Tu peux pas juste, ok, récupérer un contact et puis foncer tête baissée. Non, tu vas essayer d'un peu explorer le milieu dans lequel cette personne-là évolue et essayer de comprendre comment ça se passe. Et, mais je pense que de toute façon, le plus important quand tu fais un projet entrepreneurial, c'est le côté, c'est le réseau que tu as et le réseau que tu es capable de mobiliser autour du projet. Parce que n'importe quel projet aura besoin à un moment de réseau, que ce soit en termes clients ou partenaires ou autre chose, ou prestataire. C'est hyper important. Et j'en parlais l'autre jour avec quelqu'un, je trouve que c'est extrêmement... Enfin, moi, j'ai énormément de mal à ouvrir mon propre réseau à d'autres gens tant que je leur fais pas assez confiance. Parce qu'en fait, tu mets ta propre crédibilité sur la table et tu dis, tiens, je te donne accès à un réseau avec telle et telle personne, mais qui, elles, me font confiance. Donc, si toi, tu fais n'importe quoi, c'est moi qui prends, en fait, dans l'histoire. Et du coup, juste le fait que certaines personnes, tu vois, me fassent confiance et me donnent accès à leur réseau, ça me met une pression dingue. Tu vois. Je me dis, ok, il faut vraiment que j'assure parce que là, j'ai pas le droit de me foirer, il faut que je présente correctement. Tu en as parlé aussi là, des rencontres que tu fais, mais au-delà du business, et tu as eu plusieurs changements de phase aussi dans ton histoire, dans ta trajectoire. Est-ce que tu saurais identifier une rencontre qui t'a marqué, qui t'a fait changer d'opinion sur certaines choses, qui t'a fait changer de manière de penser et de comportement et d'une mise en action? Dans ma vie en général, ouais. C'est surtout un très bon ami à Munich qui... en gros, j'ai fait une partie de mes études à Munich et c'était une personne... Enfin, c'est toujours... Parce que bon, heureusement, il est encore vivant. Mais incroyable. Et il a été une personne très importante pour moi à un moment, pendant 2 ans. Et en gros, c'est un gars, c'est un Mexicain, il est arrivé en Allemagne, il parlait presque pas un pet d'allemand. Il a fait des études d'ingénieur. Et une fois qu'il avait terminé ses 5 années d'études d'ingénieur, il a décidé, en fait, j'ai pas envie de travailler dans ce domaine-là. J'ai envie de faire de la philosophie et de la théologie. Et du coup, il est parti dans des études de philo et théologie. Waouh, et c'est une tête. Et franchement, j'ai rarement rencontré des personnes aussi intelligentes que lui. Et en fait, lui, il est arrivé à me parler avec le bon langage et du coup répondre à mes questions. Enfin, en fait, souvent, il reposait d'autres questions. Tu vois. Mais ça nourrissait mon esprit et ma capacité de réflexion. Et c'était génial. Enfin, c'est un gars, il m'a vachement guidé. Après, il y a une grosse différence entre il te guide et après, toi, tu arrives à changer les choses dans ta vie. Ça, j'ai remarqué, tu vois, il me disait beaucoup de choses, c'était génial, tout ça, voilà. Mais l'appliquer, c'était un peu plus difficile, tu vois. Il y a encore une différence entre la pensée et ensuite l'application. Ouais. Mais c'était toujours génial. Et c'est une personne qui m'a vachement marqué. Justement, si on allait encore un peu plus bas dans l'enfance, etc., est-ce que tu arrives à identifier un moment où tu aurais eu besoin de toi, mais de toi, d'aujourd'hui? Sur le principe, on peut toujours dire, j'aurais eu besoin du moi du futur pour m'aider sur certains trucs. Mais en fait, je n'interviendrais... Si moi, j'avais la capacité d'intervenir dans le moi du passé, je ne le ferais pas parce que c'est bien... c'est justement les erreurs ou alors les
les doutes, les moments de tourmente, tout ça, voilà, qui ont fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Ouais. Donc je ne changerai en rien ces trucs-là. Et si tu devais lui délivrer un message? Ah, mais il se démerde. C'est le principe. Mais oui, mais j'ai pas envie que le mois de 80 balais arrive maintenant et me fasse oui, t'inquiète pas, ça va bien se passer, ou alors il m'envoie un message. Non, j'ai envie de le comprendre tout seul. J'ai envie de le comprendre avec les gens qui sont autour de moi actuellement, parce que sinon, en fait, ça enlève tout le côté magique de découvrir ce qui va arriver plus tard, et surtout des rencontres que tu peux faire, de tout le côté apprentissage que tu peux faire sur le moment. Et ça enlève le côté effort, tu vois. Ouais. J'ai du mal avec ce truc de me dire, tiens, il y a le toi du passé ou du présent qui vient, qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis juste, casse-toi, reviens à ton temps, et on parlera quand on sera mort, tu vois. Et si du coup, tu te revois, toi, petit à cet âge-là, à ce même âge, qui te voit maintenant, qu'est-ce que tu penses que tu te serais dit? Si le moi du passé pouvait me voir maintenant, ouais. Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il se dirait? Ouais. Je pense que de un, il se foutrait bien de ma gueule, parce que c'est un peu un de mes traits de personnalité. J'aime bien me foutre de ma propre gueule. Sur des trucs nuls, mais pour for the sake of it, c'est pour s'amuser, juste pour faire ça. Et il se dirait, bon, bah, c'est sympa, il a bien évolué, mais t'as encore du chemin. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimerais ne jamais oublier? Alors, je sais pas s'il y a quelque chose de très spécifique que je n'aimerais jamais oublier, mais il y a un truc, tu vois, dont j'ai extrêmement peur, c'est perdre mes capacités cognitives. Je sais pas si ça rentre dans cette catégorie-là, mais tu vois, je trouve que ça y ressemble. Si tu me dis demain matin, tu perds tes capacités cognitives, je flippe. Ouais. J'adore avoir mon cerveau qui fonctionne bien, qui réfléchit bien, tout ça, voilà, et qui arrive à identifier rapidement les patterns à droite à gauche. Ça, c'est un truc qui me... Je sais pas, ça me rassure vachement. C'est très drôle. Faut encore... Je sais, il faut que je travaille encore dessus, parce que c'est une relation pas super saine, tu vois. Il y a un côté très... j'ai pas envie de le perdre. Ouais. Et je pense que c'est important dans la vie de savoir perdre les choses, tu vois. Parce qu'en fait, le plus important, c'est finalement les gens avec lesquels tu t'entoures, et de passer des moments avec eux. Et donc, tu vois, j'espère quand même que les gens autour de moi, même si demain matin, je finis totalement dézingué du cerveau, ou bref, tu m'as compris. Mais c'est vrai que ça, c'est un truc que pour l'instant, j'ai un peu de mal à m'imaginer, tu vois, dans un monde où je deviens totalement... Inapte. Inapte, ouais, à réfléchir. Enfin bref, tu vois, ça, c'est un truc qui me fait flipper. Et qu'est-ce que tu aimerais... C'est bien le seul truc qui me fait flipper, tu vois. Parce que mourir, j'en ai absolument rien à foutre. Mais alors ça me ferait chier. Et qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi aujourd'hui? Pour les gens qui nous écoutent, là, c'est ça? Non. Plus tard. Plus tard, bien sûr. Alors franchement, tu vois, je me dis, tout est vanité. De toute façon, tout s'efface au bout d'un moment. Donc, à la rigueur, tu vois, me dire que les gens me gardent quand même un peu en positif dans leur mémoire, ouais, tu vois. Mais en vrai, c'est pas parce que maintenant j'en ai absolument rien à foutre des avis des autres sur moi que ça va changer dans l'au-delà. Hein. Ouais. Donc franchement, non, mais bien sûr, tu vois, tout le monde a envie de se dire, tiens, je vais te garder en tête comme positif, tout ça, voilà. Mais déjà que j'en ai rien à foutre aujourd'hui, pourquoi j'en ai rien à foutre le jour où je serai mort? Donc franchement, l'un ou l'autre, rien à faire. Tu vois, soit tu m'apprécies et on peut s'amuser ensemble et faire des trucs cool ensemble, soit tu m'apprécies pas, mais ça fait partie de la vie, je vais pas changer les choses, j'en ai rien à faire, je passe mon chemin et fin. Et tout à l'heure, on en a traité un petit peu, mais je t'enlève ton métier, ou tes métiers, je t'enlève tout ce qui est statutaire. Ouais. T'es qui? Je suis un fou furieux dans mon coin, en train de réfléchir à plein de sujets, et moi ça me va très bien. Je suis dans mon petit coin, je suis tranquille, en train de réfléchir. Non, je sais exactement qui je suis au fond. Enfin, non, c'est faux. On découvre tous les jours à nouveau des trucs sur soi-même, tout ça, voilà. Et surtout si on cherche un peu. Et je pense qu'on n'aura jamais terminé. Mais je pense savoir assez bien qui je suis, où je veux aller.
Je pense aussi que dans la vie de tous les jours, ça se voit assez bien, non? Enfin, je suis assez sûr de moi là-dessus. Et c'est pas le regard des autres qui va me faire changer là-dessus. Enfin... Et si je te dis aujourd'hui, le micro que tu as, juste devant toi, s'adresse à toute la Terre, toute la planète, quel serait ton message? Soyez vous-même, enfin, vraiment, découvrez votre passion. Je pense que c'est ça le plus important, c'est découvrir votre passion, soyez heureux dans ce que vous faites, accomplissez-vous, sans oublier le côté effort, parce que je pense pas qu'on puisse être heureux sans faire d'efforts. Mais ouais, dépassez-vous, faites des trucs sympas. Sympa dans ma tête, c'est où ça demande du challenge, des trucs comme ça, où en fait vous allez devoir sortir un peu de votre zone de confort, parce que ça vous permettra de vous accomplir, de vous sentir bien, quoi. Enfin, et fier de vous-même. Enfin, tu vois, je pense que le plus important, tu vois, le regard des autres à la fin de ma vie, j'en aurais rien à foutre. Mais par contre, à la fin de ma vie, j'ai envie de pouvoir regarder en arrière et de me dire, je suis fier de ce que j'ai accompli. Tu vois, je suis content. Et même si ça se voit pas, tu vois, même si personne le voit, moi, je serais le seul à le savoir et je serais en mode, je suis content. Tu vois. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas trop peur de la mort. Enfin, vraiment pas du tout même. Parce que même aujourd'hui, tu vois, tu me dis, si je meurs demain, je suis en mode, je suis déjà fier de ce que j'ai fait. Je peux partir en paix. Même s'il y a plein de trucs que j'ai encore envie de faire, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux? Si demain c'est mon heure, je suis content. J'ai fait ce que je voulais faire, voilà. Bon, alors il y en a d'autres qui vont pas être contents dans mon entourage, mais ça c'est une autre question. Ce micro, tu peux le passer à quelqu'un d'autre et que je vais essayer de faire venir ici. Du coup, quelqu'un de préférence qu'on connaît tous les deux, c'est ça? Non, pas forcément. Non, du tout. Alors, je pense à un très bon ami et aussi associé que je trouve formidable, que je porte au plus profond de mon cœur, qui s'appelle Mika. Il a... Enfin, nous, on a monté une boîte ensemble et on était purement associés au début. Et en fait, ça s'est transformé en amitié incroyable. C'est une personne que je respecte énormément et que j'aime profondément parce qu'il est bon et il fait attention aux gens autour de lui. Lui, tu vois, c'est une des personnes que je pourrais lister dans les personnes qui m'ont vachement marqué, tu vois, et qui m'ont vachement fait changer. Parce que bon, il y en a plusieurs et il n'y en a pas qu'une. Enfin bref, il y en a une multitude. Et lui, ouais, incroyable. Et surtout, il a une vision du monde à chaque fois incroyable. Voilà, j'adore. Et Mika, il a invité à venir là. Je pense qu'il pourrait être très chaud. Ouais. C'est le genre de personnage à bien aimer faire des petits exercices comme ça, un peu foufou. Et si Mika est chaud pour se rendre à Alors c'est quoi ton histoire, je saurais l'accueillir. Bon, en tout cas, merci beaucoup Melchior pour cet épisode. De rien, et merci à toi, c'était super. Et au revoir à tout le monde. Hein. Merci beaucoup. Dernier clap de la fin.